Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargamers, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui je suis en compagnie de Mogor. 3ème sélection en équipe de France et aujourd'hui il vient nous parler des orques pour la 10ème édition. Les peaux vertes sont une armée super populaire de l'univers de Warhammer 40 000. Ce qui est rigolo, c'est qu'à travers les âges, Game Workshop leur a redonné plein de gameplay différents. Parfois, même paradoxalement, c'était une armée de tir. Ensuite, il y a eu l'apparition de Speedfreaks, le full véhiculé qui allait aussi très vite dans la tronche de son adversaire, ou alors tout simplement le full corps à corps. Est-ce que tu pourrais définir le gameplay orc, en tout cas par rapport à l'index? Écoute Jola, je pense qu'ils n'ont pas cherché à faire dans le détail. Ils nous ont indiqué très clairement qu'il fallait foncer dans le mec en face et lui taper dessus. Ok, c'est simple et c'est précis. C'est simple et c'est précis. On verra plus tard s'ils nous invitent à d'autres styles de jeu. Aujourd'hui, non. Ça va se concrétiser par des règles. Il existe 2 niveaux de règles avec cette 10ème édition. Les règles dites d'armée, à partir du moment où on va jouer les orques, on va hériter de la WAG, et aussi d'une règle de détachement. On est à l'ère des index, pour l'instant, il n'y a qu'une seule règle de détachement, mais on peut imaginer que par la suite, dépendamment des clans, alors ça dictera des gameplays un petit peu différents. En tout cas, la règle d'armée, c'est-à-dire la règle de la WAG, vous permet, une fois par bataille, au début d'un round de bataille, de sonner la WAG. Les unités orques vont alors être éligibles à faire une charge un tour, elles ont avancé. Ensuite, elles vont avoir +1 à la caractéristique de force et d'attaque avec leurs armes de mêlée, et en plus de ça, elles vont avoir une invulnérable à 5. Alors c'est une règle qui est très intéressante. Elle permet une grosse projection de tes unités de corps à corps, surtout qu'on va le voir, il y a d'autres mécaniques qui permettent d'avancer encore plus vite. Il y a une vraie différence par rapport à celle que vous avez peut-être connue en V9, c'est qu'elle se déclare en début de round. Donc la différence, c'est qu'en fait parfois il va falloir indiquer à ton adversaire, je m'apprête, je WAG, ouais. Et tu le sais. Et donc comme c'est en début de battle round, pour moi cette règle est un peu plus forte. Si tu joues en premier, malheureusement, j'aurais préféré qu'ils nous disent au début d'un tour de joueur, vous lancez la WAG et elle dure 2 tours de joueur. Toi tu parles de la projection, il y a aussi un mécanisme défensif, puisque si quand tu es joueur numéro 2, tu peux aussi le déclencher en anticipation pour débloquer l'invulnérable à 5. Exactement, donc c'est ce qui nous manquait. En fait ils ont voulu corriger un des problèmes de la WAG V9, si j'ose dire, qui se déclenche au début de ton tour, donc qui mécaniquement te laissait un petit peu tout nu pour le tour adverse, notamment si ton adversaire avait le premier tour. Là il manque cette petite flexibilité, mais bon c'est intéressant, et puis la sauvegarde à 5+ invulnérable, on va le voir, rend les figurines vraiment tanky. Ensuite la règle de détachement, ça va être rester en contact, ça veut dire que toutes les figurines de l'armée vont avoir les armes de mêlée dont sont équipés les orques ont touche soutenue 1, autrement dit dès que vous allez faire une touche critique, théoriquement sur du 6, alors vous allez faire une touche supplémentaire. Bon, ça c'est très bien, c'est très fort. En fait ils ont pris des règles de clan qui existaient avant, là ils en ont fait une règle d'armée. Moi j'aime beaucoup, surtout qu'on va le voir, il y a des mécaniques qui permettent de rendre ça très fort en mélangeant des règles spéciales. Pour maintenant rentrer dans les règles, on va commencer par les stratagèmes. Le premier s'appelle Dérapage, il vaut 1 PC. On va l'utiliser à n'importe quelle phase, juste après qu'une unité véhicule orc de son armée ait été détruite et que celle-ci ait fait une explosion. C'est-à-dire qu'au moment où on jette le dé pour savoir ce qui se passe, on a obtenu un 6. Alors, cette unité peut faire un mouvement normal ou de retraite avant que son aptitude destruction néfaste soit résolue et avant que la moindre unité embarquée effectue un débarquement d'urgence. Et il est précisé que les véhicules peuvent alors se déplacer à travers les figurines ennemies, hormis les monstres et les véhicules. On a tous envie de faire péter un véhicule de transport et d'utiliser ce stratagème qui, lorsqu'il se déclenche, mais il va se déclencher assez rarement, peut vraiment mettre par terre le plan de jeu adverse, puisqu'en fait tu vas bouger ton véhicule jusqu'à 12 pas, en fait, donc c'est énorme pour aller débarquer des mecs 12 pas plus loin, là où vraiment ils n'étaient pas du tout attendus. Donc c'est très situationnel parce qu'il faut d'abord le faire exploser, donc lâcher un 6 naturel, mais ensuite vraiment tu as moyen de faire des grosses blagues. Ensuite, on va avoir les orques ne sont jamais battus, il vaut 2 PC, ça va s'utiliser à la phase de combat à partir du moment où on est pris pour cible d'au moins une attaque sur une unité. Et là pour 2 PC, avant de retirer la figurine comme perte, elle va pouvoir combattre. Il existe aujourd'hui 2 mécanismes, 2 types de stratagèmes similaires. En général, ils sont soit 1 PC et c'est sur du 4+, voire du 3+, certaines armées. Là, pour 2 PC, c'est automatique. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que aujourd'hui, les points de commandement vont être une ressource très difficile à avoir? Parce que je rappelle qu'on commence la partie à 0 et qu'on va juste en avoir 1 par tour, donc 2 par round de bataille. Est-ce que tu le vois toi l'utiliser celui-là? Alors je pense qu'à cause de son coût, il va être situationnel, parce que 2 PC c'est très cher. Il y a une seule manière, on va le voir, de gagner des PC en orc, c'est les grottes, mais il t'en donne un que sur 4+. Maintenant, si tu gardes ça en réserve, ça permet sans doute d'encaisser une charge
d'un de tes adversaires et de riposter très fort. En général, c'est un stratagème, comme tu l'as dit, qui coûte très cher, donc qui est situationnel, mais qui dans la course à ce qu'on appelle le trade, c'est-à-dire le fait de te prendre une unité là où tu t'attendais pas forcément à ce que je te la prenne parce que c'est toi qui allais agresser. Est-ce que tu penses que les orques sont bons dans le trade? Ils vont avoir plus de pauses qu'une autre unité, je sais pas, type Marines. Aujourd'hui, en tout cas au début de version, on a envie de jouer des gros packs par exemple de Determinator parce que buffé par justement des personnages, où on va se retrouver entre 4 à 6 unités, on va dire un petit peu burnées sur le champ de bataille. Est-ce que toi tu penses que les orques justement vont s'orienter vers du trade ou au contraire pas du tout parce qu'ils vont avoir plus de pauses ou ils vont jouer différemment? Écoute, moi les premières tentatives que j'ai faites assez spontanément m'invitent plutôt à jouer des grosses unités. Maintenant, la richesse de cette V10, c'est d'avoir soit des choix d'objectifs tactiques fixes, soit tactiques. Donc, et le tactique t'invite plus à faire des petites unités. Donc, j'ai pas encore fait ma religion complètement. Mon instinct, ça a été de jouer des gros machins qui résistent beaucoup, puisqu'on va le voir, il y a d'autres stratagèmes qui en fait ont un effet démultiplicateur. Celui-ci, il coûte 2 PC, mais il est plus fort sur une grosse unité. Voilà. Ensuite, on rentre dans la violence, on va avoir Carnage On sans reste borne. dans la violence. Pour un PC, celui-là, il va s'utiliser à la phase de combat. Quand une unité orque de votre armée qui n'a pas été choisie pour combattre le fait, alors les touches critiques seront faites sur du 5 au lieu de 6. Ça ne marche qu'en mêlée. Exactement, donc la touche critique à 6 passe à 5, donc la règle de détachement s'améliore, on va dire. Ça t'invite aussi à jouer des grosses unités, puisque mécaniquement tu as un effet démultiplicateur. Et donc ce genre de stratagème t'invite tout de suite, quand tu es un peu un tryharder comme moi, à aller consulter dans la liste d'armées qu'est-ce qui génère, de la relance, puisque du coup tu vas démultiplier ton effet, et 2, qu'est-ce qui génère peut-être de la touche létale. Les Beast Naga relancent les touches sur les véhicules, et Gascul donne Lethal Hit un tour pendant le tour de Wag, à 12 pas de lui. Et donc, tu fais des mathématiques. Un Beast Naga qui charge un véhicule, il a 4 attaques par mec. Si t'as une escouade de 20, tu te retrouves avec 80 attaques en gros, qui touchent à 55% en blesse auto. Donc en fait, t'as 45-46 blessures directement sur le véhicule, PA-1, donc en général, ça fait exploser des trucs très facilement. Ensuite, pour un PC, on va avoir dur comme fer. Il va s'utiliser à la phase de tir adverse ou à la phase de combat. On va choisir une unité d'or qui est pris pour cible au moins d'une attaque. Et celui-ci va avoir -1 pour être blessé. Il est précisé que ça ne marche pas sur les véhicules ni sur les Gretchen. C'est super fort, un PC. J'ai presque envie de remercier Games Workshop pour ce stratagème, puisque là, pour le coup, avec celui-ci, ça illustre vraiment un truc qu'ils ont eu toujours un petit peu de mal à trouver comme ligne de crête, qui est... Ils te disent dans le fluff, les orques sont très résistants, ils peuvent Ils sentent pas la plein douleur, la gueule, etc. Et puis finalement, avec une faible sauvegarde, machin, bon, ça vaut la... Là, on va le voir, tu peux avoir des unités qui sont extrêmement résistantes à tous les tirs anti-infanterie, notamment tous les tirs qui sont à force -5. Exactement, parce que depuis, on va dire, la dernière édition, tous les orques sont passés justement sur de l'endurance 5. Donc quand t'as endurance 5, qu'en plus il n'y a pas énormément de PA dans le jeu, mais que t'as déjà en plus une invulnérable à 5 potentiellement une fois par game, et que t'as -1 pour être blessé, ça devient compliqué de sortir n'importe quel pack. Exactement, surtout que contre les tirs anti-personnels, on va dire, tu n'as même plus besoin de compter sur une 5+ invulnérable de ta WAG, parce qu'en fait maintenant tous les orques ont une 5+ de sauvegarde. Et ça change beaucoup de choses. Ensuite, on va avoir la loi de la bande, ça va s'utiliser à la phase de commandement, on va pouvoir l'appliquer sur une unité bande qui contiendra au moins 10 figurines et qui ne serait pas réduit à la moitié de ses effectifs, et tout simplement les unités infanterie à 6 pouces ou moins de cette bande vont alors pouvoir utiliser des stratagèmes même s'ils sont ébranlés. On peut s'en passer, voilà. On peut s'en passer, parce que pour un PC tu réussis ton Battle Shock et si vraiment c'est important, tu le fais. 2, en vrai c'est tellement situationnel que je m'en suis jamais servi dans mes parties. D'accord. Là où je te rejoins, c'est vrai que déjà, tu m'as fait remarquer qu'il était buggé dans son écriture et en fait, en gros, ça serait juste jusqu'à la fin de la phase de commandement, donc c'est très limité. Et finalement, c'est peut-être un petit peu cher payé, alors que tu aurais préféré aussi conserver ton contrôle d'objectif. Là, c'est uniquement l'utilisation des stratagèmes, quoi. Par exemple, oui, je suis d'accord. Ensuite, on va voir le stratagème. On y va. Il vaut un PC, on va l'utiliser au début de la phase de mouvement et une unité infanterie orc va alors pouvoir faire +2 à ses jets d'advance et de charge. Et je remercie à nouveau Games Workshop. Voilà, c'est super. Alors, ça s'utilise au début de la phase de mouvement. Donc, c'est pour une unité sur table qui n'est pas dans un véhicule et donc qui n'est pas en réserve aussi. Donc, ça invite vraiment à jouer de la marée. L'autre truc que ça peut te permettre de faire, on va le voir, c'est qu'avec les Bizarre Boys qui permettent de faire that jump, la frappe en profondeur, tu peux le lancer sur eux et du coup avoir une charge à 7. Au lieu d'avoir une charge à 9 ensuite. Yes, ça va aussi se combiner avec la première optimisation. Suivez-moi les gars, figurine orc seulement. Tant que le porteur mène une unité, ajoutez 2 à la caractéristique de mouvement des figurines de cette unité. Il peut avoir +4.
On attendait ça depuis 20 ans, quoi. Tu as tout dit. Ça permet de jouer des trucs qui vont pas dans des véhicules. Et par exemple, on verra ensemble tout à l'heure, il y a une unité qui me semble assez forte, en plus d'être très fluff à mon avis. C'est les Meganobs qui maintenant n'ont plus vraiment besoin d'aller dans un véhicule. Tu peux sauter de couvert en couvert et puis finalement charger assez stablement. Et tu le vois sur qui alors cette amélioration à 25 points? Bah alors c'est le meilleur personnage à mon avis, c'est le gros mec qui a plusieurs améliorations pour les Meganobs qui l'accompagnent. Il leur donne une 4+1 vue, il permet de soigner un mec une fois par partie, et puis surtout il permet de faire revivre un Meganobs qui est déjà mort chaque tour, hein. Et donc de gagner encore plus en distance de charge. Et donc un type comme ça qui a plus de mouvement, sur qui tu mets le stratagème et qui fait revivre un Meganobs, ça te donne une allonge qui est démentielle. C'est vrai que le rip-hop il est pas sous-estimé puisque c'est du stock de 40 mm qui peut être mis à 2 pouces justement d'une figurine précédente. Donc en fait c'est quasiment plus 3 voire 4 pouces de mouvement juste avec le rip-hop. 3,5 ouais à peu près. Ensuite, on va avoir le qui coupe qui tue de Ed Powa. Lui, il vaut 20 points, figurine orque seulement. Les armes de mêlée dont sont équipés le porteur et qui n'ont pas l'aptitude attaque bonus ont l'aptitude blessure dévastatrice. Donc sur une blessure critique, les dégâts de l'arme sont transformés en blessure mortelle. Alors sur le papier c'est bien puisque dans cette version on a tous compris que la blessure mortelle était super. Le seul problème c'est que en fait il n'y a pas vraiment de personnage qui relance ses blessures, hein, donc il est situationnel. J'aurais préféré une amélioration à la PA, je pense que c'était plus fort. Yes, ensuite on va avoir rusé mais brutal. Lui il vaut 15 points, il va tout simplement s'appliquer sur une figurine orque. Tant que le porteur mène une unité, cette unité est éligible pour tirer et déclarer une charge lors d'un tour où elle a battu en retraite. Je pense que ce stratagème a 2 versions de retard. Dans un monde où aujourd'hui tous tes adversaires peuvent battre en retraite avec finalement assez peu de malus, hein, y compris si tu les as entourés, et qui vont rarement avoir envie de rester au corps à corps avec toi, assez souvent en fait tu vas pas t'en servir. Et on termine par le super corps de Cyborg qui lui vaut 15 points et qui va donner un insensible à la douleur à 4+ sur la figurine. Alors sur le papier c'est cool, c'est même très fort. Dans la réalité, le problème qu'on va avoir, qui est un problème de riche, hein, mais c'est que les gros personnages qui sont indépendants, donc pas leaders, ont déjà cette 4+ Feel No Pain. Et que du coup les leaders sont protégés par leur bodyguard. Et donc du coup ça va un peu servir quand ils sont déjà sur la fin. Donc pourquoi pas, mais probablement qu'on aura mieux à faire. On vient de voir les stratagèmes, les optimisations. Je rappelle que les optimisations elles sont ici au nombre de 4, mais qu'on ne peut en mettre que 3 maximum dans une liste et que c'est que sur les personnages qui ne sont pas des héros épiques, sous-entendu des héros nommés. Toi, est-ce que tu en vois un que tu appliquerais systématiquement, peut-être même plusieurs, je sais pas, par exemple, suivez-moi les gars, est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois que tu fais une liste, tu commences à 1700 à 1975 points parce que systématiquement le plus 2 en move est trop fort? Oui, oui, non, mais je pense que le plus 2 en move est vraiment bien. Et ensuite, très sincèrement, c'est s'il reste 15 à 20 points, ce qui arrive assez souvent quand on conçoit une liste en V10. Donc pourquoi pas, mais voilà, ils ont, je trouve, mieux réussi dans le sens où ils ont rendu utilisable et fort 5 stratagèmes sur 6. Là, ils en ont réussi, on va dire, ou en tout cas, ils fonctionnent très bien. Une amélioration sur 4. On va maintenant rentrer dans le dur de l'armée, c'est-à-dire avec les fiches d'unité. On va commencer tout seigneur, tout honneur par le grand prophète de la WAG avec Gascul Traka qui arrive avec Makari. Ils sont à 235 points. Ils sont meneurs et ils ne peuvent rejoindre qu'une unité de Meganobs. Au niveau ensuite de leurs aptitudes, ils vont avoir prophète de la grande WAG puisque tant que cette unité mène une unité, alors il va avoir +1 pour toucher et +1 pour blesser. Sur les Meganobs. Ensuite, il va avoir bannière de la WAG de Gascul qui est une aura qui fait que tant qu'une unité orc est à 12 pouces ou moins de Makari, si vous avez sonné la WAG, en plus de ça, vous allez avoir touche fatale. Ensuite, au niveau donc, du châssis, on va avoir Gascul Taka qui est un énorme ton qui lui va avoir une sauvegarde invulnérable à 4. Makari qui est un petit ton qui lui va avoir une sauvegarde invulnérable à 2. Donc c'est quand même assez rigolo. Qui ne peut pas être relancé. Encore très important. Ensuite, c'est comme de la violence, hein, c'est-à-dire que quand on regarde justement la pince de Gork, il va y avoir 6 attaques de force 14, PA-3, dégâts 4. Et aussi, le rugissement de Mork est un tir rapide 4 qui a 36 pouces, va faire 12 tirs. Et encore une fois, donc s'il est à 18, il en fera 16 de force 5, sans PA, dégâts 1 sur du 5. On va mettre de côté l'arme de tir, puisqu'on a dit que... J'étais obligé de la lire, Voilà, on nous invitait à aller taper sur le méchant. Donc effectivement, il est fort, surtout qu'il a +1 pour toucher, +1 pour blesser, ça veut dire qu'il touchera systématiquement à 2+. Hein. Ouais. Et en général, il va blesser à 2+ aussi. Hein. Dans les anomalies, on va dire que tout le monde a détecté la lecture de cette datasheet.
c'est qu'il a une endurance relativement faible pour une figurine de cette taille. C'est compensé par Makari qui a la même endurance que Gaskull, donc c'est l'autre anomalie de cette data. C'est harmonisé avec l'unité qui va le bodyguarder. Voilà. Qu'est-ce qui est très fort avec Gaskull, au-delà de sa force intrinsèque, je dirais c'est deux choses. Un, pour ceux qui l'ont un petit peu joué avant, maintenant il est infanterie, donc il passe les murs le gars. Meilleur mot-clé de l'univers, à part pour certaines blessures. Voilà, mais bon, donc il passe les murs, ce qui était un des problèmes de Gaskull. Avec Makari, puisque souvenez-vous ce que je vous disais au départ, quand on a touche soutenue 1, on va chercher les mécaniques qui permettent de relancer pour maximiser ça. En plus, on utilise le stratagème pour faire une touche soutenue à 5. Et quand ça se transforme en une touche critique, donc à 5 en l'occurrence, en touche fatale, on a quelque chose de très fort. Et c'est très fort, maintenant c'est que sur un seul tour. Et donc ça invite quand tu joues Gaskull à ne pas se rater sur le moment où tu déclenches ta WAG. Gaskull qui bouge à +2 en advance et +2 en charge le tour de WAG. Si tu WAG tour 2, en général, c'est pas évident d'être assez loin. Et dernière subtilité, puisque c'est rigolo, ils ont précisé que Monsieur Gaskull peut rentrer dans un chariot de guerre, à condition qu'il n'ait pas de gros toit, pour laisser de la place. Et à ce moment-là, il compte pour 18 figurines. D'accord, donc tu joueras tout seul. Et c'est la deuxième petite subtilité, merci de ta question, c'est que les méganobs qu'il peut accompagner peuvent aller par 2. Et donc tu peux avoir 2 bodyguards, et à ce moment-là, le chariot de guerre avec 22 places peut te permettre de les loger tous ensemble. Et peut-être un dernier truc pour finir avec Gaskull, c'est qu'il y a un petit bug qu'ils ont oublié de détecter. C'est que ils n'ont pas précisé combien de place Gaskull prenait dans un truck. D'accord. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, Gaskull et Makari prennent une place. D'accord. Mais 18 dans un chariot de guerre. Ok, bon, ça sera corrigé. Donc évidemment, ce sera corrigé très certainement. On va maintenant passer à ces bodyguards, c'est-à-dire les méganobs. Eux, ils sont jouables de 2 à 6. C'est certainement l'unité de tout Warhammer qui a le plus de latitude dans la manière dont on va mettre les figurines dans l'unité, puisqu'en fait, par 2, 65 points, par 3, 100 points, par 5, 165 points, ou par 6, 200 points. De base, ils sont mouvement 5, endurance 6, sauvegarde à 2, 3 points de vie, commandement de 7 et contrôle d'objectif 1. Derrière, ils vont avoir au crasage, puisque pendant le rang de bataille où la WAG est sonnée, ils vont hériter de blessures dévastatrices. Donc c'est pas mal. Ensuite, on va pouvoir les équiper de plein de façons différentes, soit d'une disqueuse, soit d'une pince énergétique, soit de double disqueuse. Si jamais on prend une double disqueuse, on hérite de la règle jumelée, ça fait qu'on relancera avec notre disqueuse le jet pour blesser. Par contre, pas d'arme de tir, puisque derrière on va avoir le choix entre une arme combinée qui va blesser automatiquement l'infanterie sur du 4+, avec en plus de ça blessure dévastatrice, donc son dégât sera en plus ça une blessure mortelle sur un 4+, et tir rapide 1, parce que là un tir à 24, soit 2 tirs à 12. Toi, comment est-ce que tu les équipes parmi la disqueuse, la pince énergétique ou la double disqueuse? Alors moi j'aime bien quand ils ont une arme de tir qui est une arme combinée pour faire un peu de mortel, mais c'est très situationnel. En fait, ce que j'aime bien surtout, c'est les 3 attaques que tu as quand tu as une pince énergétique. Maintenant, objectivement, quand ils ont cette règle-là de WAG, ce qui est intéressant avec la double disqueuse, c'est la capacité qu'on a à relancer les blessures. Puisque je crois t'avoir déjà dit que dans ce codex, il y a assez peu de relance de blessures. Ouais. Et quand tu as la capacité d'avoir des blessures mortelles sur du 6, c'est toujours intéressant de pouvoir relancer. Maintenant, voilà, je trouve ça un peu limité parce que 2 attaques par gars, 3 pendant la WAG, qui touche à 4+, donc à équivalent 3+, avec touche soutenue, et pourquoi pas 2+, avec un Warboss, on va le voir, qui est dedans, ou Gaskull. C'est bien, mais tu vas manquer un petit peu de nombre d'attaques, en fait, tout simplement. Donc je préfère la pince pour ça. Donc pour toi, c'est pince énergétique et armes combinées, même si globalement ils sont relativement lissés, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix ici. D'accord. Tant qu'on est dans les méganobs, on va regarder le gros mec en méga armure, puisque c'est le seul à pouvoir rejoindre justement une unité de méganobs. Lui, il vaut 100 points, il va avoir comme aptitude plus de DACA, qui fait que son unité va pouvoir relancer les jets de touche de 1. Ensuite, il va avoir une armure comme neuve, qui fait que tant que cette figurine mène une unité à votre phase de commandement, vous pouvez restituer une figurine garde du corps détruite dans cette unité, donc les méganobs. Ensuite, au niveau du choix de l'équipement, on peut soit lui mettre un Chanter's Custom qui va donner une invulnérable à 4 au tir à son unité. On va aussi pouvoir gratuitement lui donner un gros graisseur qui, une fois par partie, à la fin d'une phase de mouvement, il va lui permettre de récupérer des 3 PV perdus. Ensuite, on va pouvoir l'équiper de plein de façons différentes au tir et au corps à corps. Comment est-ce que tu l'équipes, toi? Écoute, l'équipement importe moins, on va dire, en tout cas ses armes de tir importent moins que sa capacité que tu viens d'évoquer, qui est de relever un Meganobs. Donc c'est hyper cool, cette datasheet, c'est une bonne surprise, ils ont trouvé un rôle pour cette figurine. Voilà, maintenant s'il faut l'équiper, une arme de tir qui tape, sans doute le champ de force custom, le grotte aussi, puisque tout est gratuit maintenant.
Et puis en avant, il est avec une escouade de 6. Vraiment, il faut un peu de puissance de feu pour la tomber. Et puis elle va revenir. Donc c'est très intéressant. On continue dans les gros gars avec le boss de guerre, donc le Warboss en méga armure. Il est à 95 points, il peut rejoindre qu'une unité de méga nobs et lui va leur donner plus un jet de touche et lui, mais pas son unité, quand la WAG est active, a un insensible à douleur à 4. Sinon de base il a une sauvegarde invulnérable à 5. Et bon après c'est de la poésie, hein. C'est 4 attaques sur du 2 de force 12, PA-2, dégâts 2. Qu'est-ce que tu penses de cette figurine? Est-ce que tu la joues ou est-ce que tu te rediriges toujours vers Gascul? C'est un peu le problème, c'est qu'il est en concurrence avec Gascul d'un côté, qui fait un peu tout mieux que lui, ou le Big Mech en méga armure qu'on a vu juste avant, qui là lui relève des figurines. Il lui manque au moins une attaque, je trouve, pour être plus intéressant. Et puis ce problème d'insensible à la douleur, mais qui est que sur lui, pas sur l'unité, finalement très situationnel, fait que globalement on aura toujours envie de faire différemment. D'accord. On va ensuite regarder le boss de guerre, mais cette fois-ci en slip, c'est-à-dire pas en méga armure. Il est beaucoup moins cher. Il est à 70 points. Il peut rejoindre beaucoup plus d'unités puisqu'il peut rejoindre des boys et des nobs. Vous allez voir que Game Workshop a continué de séparer les alpagers et on va dire les anciens. Là, il peut donc rejoindre les boys et les nobs. Quand il rejoint une unité, celle-ci va avoir plus 1 pour toucher. Et lui, il va avoir la règle le plus gros et le plus mieux, puisque quand la wax sonne, il va avoir plus 4 attaques. Il est bien, il est pas cher. Il transforme une unité de boys en truc très fort, puisqu'en fait il les fait toucher à 2+, touche soutenue, donc en fait touche parfaite, hein. J'ai autant de touches que d'attaques en théorie. Et puis surtout c'est l'histoire de plus 4 attaques, c'est vraiment cool, donc il a 4 attaques de base je crois, plus 4, plus une de la WAG, hein, puisque ça ne remplace pas. Donc en fait il tape à 9 attaques, plus son petit squig. Et donc ça le rend vraiment puissant, voilà. Et puis il y a une autre subtilité, on va le voir après, c'est que le Warboss est la seule figurine leader du codex qui peut aller avec un autre copain leader dans une seule unité, en l'occurrence de boys, à condition qu'elle soit à 20 figurines. Et donc on peut faire des trucs assez cool en termes de puissance et de résistance. Au niveau de son équipement, c'est intéressant parce qu'il a soit un gros kick-coupe qui va toucher 2 bases à 2, soit une pince énergétique qui va toucher avec une attaque de moins mais à 3, mais qui sera force 10, PA-2, dégâts 2, là où le gros kick-coupe est lui force 8 et PA-1. Donc comme de toute façon il risque d'avoir plus 1 pour toucher, comment est-ce que tu l'équipes toi? Il n'y a pas de débat, hein. C'est la pince énergétique, direct tout de suite. Tu passes à palier de force 11 quand tu es en WAG. Qui sur beaucoup de véhicules est vraiment un super palier. Après le Big Boss qui pouvait rejoindre les boys, on va donc s'intéresser à cette unité, la marée verte. Là en l'occurrence ils vont être jouables par tranche de 10 figurines jusqu'à un maximum de 20 à 85 points par tranche de 10, soit 170 points les 20 ou 8,5 points l'orque. De base on est sur un châssis qui va avoir un mouvement de 6, une endurance de 5, une sauvegarde à 5, un seul point de vie 2 pour le boss nob, commandement à 7 et OC2 bien évidemment. Donc à 8,5 points de vie la figurine OC2, bah déjà c'est bon. Ça c'est cool. Ensuite ils vont avoir l'aptitude casser des têtes qui fait que tant qu'une figurine boss de guerre mène cette unité à votre phase de commandement, la première fois qu'un test d'ébranlement a raté pour cette figurine, alors on va pouvoir tuer un boys mais relancer le test d'ébranlement. Toi comment est-ce que tu les vois, par combien et équipé comment? Alors déjà c'est une unité qui est réussie, voilà, je trouve, parce que le coup en points est bon, notamment par rapport à leurs compétiteurs qui sont les nouveaux orques sauvages, hein, les alpagers. On va les voir juste après. La règle spéciale honnêtement est pas terrible, voilà, bon, mais on peut faire sans puisqu'ils ont gagné des choses qu'ils n'avaient pas avant. Le mouvement de 6 au lieu de 5, c'est vrai pour tous les orques, hein, d'ailleurs on l'a pas évoqué plus tôt. La sauvegarde à 5+, hein, qui là aussi est maintenant devenue très intéressante. Je comprends pas, c'est plus un t-shirt? C'est devenu un t-shirt blindé, ou en tout cas où les muscles saillants, tu vois, qui repoussent les bolts. Et qui s'améliore en plus à couvert. Et puis c'est la seule unité du codex qui a la capacité à recevoir 2 leaders, à condition que l'un des deux soit un warboss. Et donc ça nous permet de faire des combinaisons assez cool, selon qu'on cherche la résistance, la capacité à péter des bouches et tout. Quelques exemples de combinaisons qu'on peut faire. La première option que tu as, c'est de les rendre forts au corps à corps avec ton warboss et résistants avec ton médico, puisque ce médico va leur donner une feel no pain à 5. Hein. Et donc si tu commences à combiner la sauvegarde de t-shirt blindé et ce feel no pain, ça te donne une unité en plus de 20 figurines très résistante. Il se trouve que ce médico te permet aussi une fois par partie de relever des 3 figurines, hein, donc là aussi gagner du mouvement de charge. Et puis pour finir, pour ne pas nous déplaire, ce médico a une attaque de précision avec sa seringue, hein, et donc parfois il chope le mec en face, le personnage, il lui fout la seringue dans la bouche,
et il dit si je fais une blessure critique, tu prends des 6 mortels. Voilà, c'est pour toi. D'accord, ah oui. Donc voilà, ça peut faire une unité qui est assez sympa et qui bien sûr peut monter dans des véhicules de transport à 20 places comme les chariots de guerre. Est-ce que tu penses que c'est la colonne vertébrale de l'armée? Tu vas aller peut-être chercher du Grot, du Gretchin, justement pour ce qu'on va dire protéger ta backline, puisque c'est une super unité. Est-ce que tu vois les boys finalement comme ton marteau, comme ton enclume? Est-ce que c'est à coup de dash jump? Est-ce que c'est full véhiculé? Est-ce que tu sens déjà aujourd'hui, on va dire, qu'il peut être meilleur dans certains types de listes? Alors ils sont pas meilleurs intrinsèquement que les alpagueurs. Mais tu peux en mettre plus. Donc ça va vraiment être un arbitrage. Je pense qu'aujourd'hui finalement leur force qui est de pouvoir mettre 2 personnages par escouade pour les rendre vraiment intéressants est aussi paradoxalement un peu leur faiblesse, puisque une des faiblesses à mon sens de l'index, qui a beaucoup de force aussi, mais c'est qu'en fait tu vas avoir envie de mettre beaucoup de personnages et aussi beaucoup de véhicules. Donc en fait tu ouvres le jeu adverse pour prendre des tacticals fixes. Yes, donc aussi bien assassinat que pour les personnages oui, exactement, que donc c'est un des équilibrages que tu dois faire si tu veux faire une liste un peu compétitive. Mais voilà. D'autres options que tu peux faire avec tes 20 boys, tu peux leur mettre un warboss et un sorcier. Donc le Bizarre Boy qui va leur donner la capacité à faire une frappe en profondeur, tour 1 si tu as envie, sur un de plus. Et donc là l'usage il est tout trouvé, c'est tour 1, t'es caché, t'es en face, tu utilises le stratagème pour faire plus 2 en charge et tu tentes ta charge à 7 avec un petit PC pour reroll si jamais t'as envie. La dernière option que tu as, c'est de mettre un Big Mech, donc 100 méga armure celui-ci, et lui il donne 5+ invulnérable à toutes les squads, et une fois par partie il peut le surcharger et il donne une 4+ invulnérable. Et si tu as un petit grotte qui t'accompagne, tu peux le faire 2 fois par partie. Donc très intéressant pour booster la résistance, puisque je te rappelle qu'il y a aussi la WAC qui existe mais qui dure qu'un seul tour et qui souvent se fait avec indication pour l'adversaire. On va maintenant parler du Bizarre Boy. Le Bizarre Boy, il est à 55 points, il ne peut rejoindre que les boys. Ce petit gars, il va avoir 2 aptitudes. La première, c'est une aptitude un petit peu égoïste, puisqu'en fait, en gros, il a une arme de tir qui est un casse-tête, qui va faire un tir à 24 pouces, qui va toucher à 4 de force 6, PA-3 dégâts 1, et qui par tranche de 5 figurines dans l'unité, va lui permettre d'ajouter 1 à la caractéristique de force et de dégâts. Il peut monter assez haut. Par contre, il passera alors à risque. Mais si on va le vouloir à 55 points, c'est surtout pour son aptitude also, puisque une fois par tour, à la fin de votre phase de mouvement, un Bizarre Boy de votre armée, donc vous pouvez le faire qu'une seule fois par tour, heureusement, va être capable d'utiliser cette aptitude. Dans ce cas, jeter un dé sur un 2+. L'unité et le Bizarre Boy vont être téléportés à 9 pouces de toute figurine ennemie. Tout est dit, c'est pour ça qu'on le met. 55 points, c'est quand même pas cher du tout. Je te rappelle que c'est dans une escouade de boys que tu le mets, donc tu peux aussi avoir un warboss si tu en as 20. Et donc l'usage il est assez trouvé, j'ai envie de te dire. Ça peut être une menace, alors soit tour 1 pour tout mettre dans la gueule avec les 30 commandos que t'as mis en plus à côté, soit en fait de le garder et de faire peser cette menace un peu en permanence sur son adversaire, qui est obligé de garder sa backline. Voilà, donc franchement il est intéressant. Est-ce que tu penses qu'il y a une optique où tu vas aller jouer à 225 en spam, ou à 300 avec à chaque fois donc pack de 20 Weird Boss et peut-être x2 voire x3 pour un petit peu ce qu'on faisait dans l'ancien temps, en fait tous les tours envoyer un pack en plus des autres menaces? Alors je pense qu'en pratique 2 me semble être un maximum. Ouais. Parce que une fois que tu es à ton tour 2, en fait tes autres boys sont déjà au milieu de la table. Donc si tu veux jouer une marée verte, ou pour le tour 1 c'est très intéressant, pour le tour 2 encore un petit peu, mais après t'y es quoi. Donc et puis encore une fois la concurrence entre personnages aussi fait que il faut raison garder. Voilà. D'accord, donc finalement un seul pack à 300 c'est ta dissuasion nucléaire, mais 2 ça fait 600 points. Pour toi c'est trop par rapport à ce que tu rentreras à côté? Oui, je pense. Et puis t'as d'autres moyens d'amener des boys au corps à corps. Encore une fois, le plus de mouvement, le véhicule de transport, qui ont aussi d'autres vertus, à commencer par celui de ne pas forcément donner plus de points de personnage. On va maintenant faire un tour du côté des boys, mais cette fois-ci leur version Alpager. On est plus cher puisqu'on est à 105 points les 10, donc 10,5 points l'Alpager, et on peut les jouer aussi jusqu'à 20 pour 210 points. Quand on regarde ici, mouvement de 6, endurance 5, sauvegarde à 5, 1 point de vie, OC2, tout comme justement leurs homologues moins chers. Et là on voit surtout qu'ils ont plus 1 en force, et aussi chasseur de monstres, puisqu'ils vont pouvoir, comme tu nous le disais tout à l'heure, relancer les jets de touche dès qu'ils ciblent un monstre ou un véhicule. Alors une fois que tu les as payés, puisqu'ils sont plus chers sensiblement, mais une fois que tu les as payés, ils sont juste mieux, plus 1 en force, qui fait passer un palier très intéressant de la force 5, et surtout la relance sur les monstres et les véhicules, sachant que les monstres et les véhicules sont un des points difficiles pour le codex orc à ce jour, puisque passer ton tour de WAG, souvent tu manques un peu de force pour aller les blesser, et tu vas les blesser à 6 au corps à corps.
ces alpagers sont très intéressants puisque pendant un tour, ils vont avoir force 6, donc très souvent tu vas aller blesser facilement des véhicules à 5 ils les auront touchés assez facilement. Et si tu bascules en lethal hit, etc. Donc voilà, pour ça ils sont très intéressants. Et pour finir sur les alpagers, ils vont aussi nativement avoir un insensible à la douleur à 6. La contrepartie, c'est qu'ils ne peuvent être rejoints que par un seul type de boss, c'est-à-dire le boss dresser, qui lui va aussi avoir l'insensible à la douleur, va donner le boss dresser qui va leur donner +1 à leur jet de touche, et qui lui va hériter d'une petite blessure dévastatrice, mais que pour lui, ainsi que d'une sauvegarde invulnérable à 5. Question, est-ce que tu le joues avec eux pour avoir le +1 pour toucher ? Oui, t'as envie de le jouer parce qu'il les rend puissants, sachant que ces alpagers-là, ils ont nativement cette Feel No Pain à 6. Ils peuvent avoir un peu le beurre et l'argent du beurre avec un seul leader, puisque de toute façon ils peuvent pas en avoir deux. Hein. Ce boss dresser, il est évidemment intéressant pour faire toucher à +1, hein, avec cette fameuse reroll sur les véhicules, ça devient très fort. Et puis surtout, il donne touche mortelle quand il fait de la blessure. Et comme c'est un boss anti-véhicule, il blesse automatiquement à 4+, les monstres et les véhicules. Hein, donc il fait une blessure critique, et donc qui devient en fait Deva Wound, hein, donc blessure mortelle. Donc en statistique, c'est un gars qui va te faire 6 blessures mortelles sur un monstre ou sur un véhicule quand il le charge. Maintenant, il y a une option qui existe aussi, c'est qu'ils ont le médico dédié pour eux, qui peut leur faire passer leur Feel No Pain à 5, donc il les rend aussi très résistants, hein, puisque ça double la réussite hein, en termes de statistiques. Donc tu renonces à ton +1 touche que te donne ton boss, tu gagnes en résistance. Là, l'arbitrage est vraiment intéressant. Moi, j'ai plutôt commencé comme ça. Tu viens d'en parler, on va faire un petit détour très rapide pour le Mediboss. Il vaut 70 points. Comme tu l'as dit, il ne peut rejoindre alors que les boss Alpager. Par contre, il a quand même une règle super intéressante. Déjà, il donne un insensible à la douleur à l'unité qu'il a rejoint à 5+, et aussi chirurgien en 2 mots, qui fait qu'à la phase de mouvement, choisissez un personnage Alpager ami à 3 pouces ou moins de cette figurine, et alors elle regagnera 3 points de vie. Ce qui est très fort, c'est que ce soin se fait à la fin de la phase de mouvement, et ça veut donc dire que si ton adversaire décide de lever la main pour claquer un petit stratagème qui est un tir en état d'alerte, notamment un Squigosor, et ben même s'il t'a fait quelques dégâts, lui à la fin de la phase, après donc l'utilisation du stratagème, peut potentiellement soigner. Tout à fait. Ou le soigner, même si le mec a pas tiré en état d'alerte. Ouais, hein, parce que t'as envie de les tuer au tir quand même, les Squigosors. Donc ça c'est très intéressant. Le dernier truc, c'est qu'il peut relever des alpagers, D3 une fois par partie grâce à son petit grotte. Là aussi pour te faire gagner un petit peu de distance de charge très souvent. Ces boys Alpager peuvent être rejoints par un Zarboy qui lui vaut 60 points. Il va avoir l'énergie de la WAG qui fait qu'il va booster son attaque de tir dépendamment du nombre de figurines qu'il va avoir dans son unité, et aussi rugissement de mort qui fait qu'à la phase de commandement adverse, il va pouvoir choisir une unité ennemie à 18 pouces, jeter un D6 sur un de Zarboy, va prendre des 3 blessures mortelles, et sur un 2, l'unité ennemie alors aura -2 à ses tests d'ébranlement et de commandement. Ouais, hein. C'est compliqué. Ouais. Donc malheureusement... Voilà, la compétition de personnages, le fait qu'il ne t'apporte pas vraiment de support tactique, éventuellement un petit peu avec les tests de Battle Shock, mais on l'a vu que les tests de Battle Shock sont pas nuls, mais ils sont pas assez structurants, je trouve. On va maintenant reprendre l'ordre alphabétique des datasheets. On va commencer par l'iconique chariot de guerre. Il est à 185 points. C'est la datasheet maintenant unique, puisqu'avant il y en avait plusieurs avec un toit, sans toit, qui faisait plus mal au corps à corps et ainsi de suite. Maintenant à 185 points, vous allez vraiment pouvoir l'équiper comme vous voulez. Ce qui est assez intéressant, c'est que déjà de base, il quand même bouge de 10, il a endurance de 10. On va voir tout à l'heure qu'il peut passer en endurance 12 très facilement. Il a 16 points de vie, une sauvegarde à 3, une invulnérable à 6. De base, il est brinque-ballant mais robuste, ça fait qu'il diminue la pénétration des attaques qui le ciblent de 1, et surtout, il est au C5. Comment tu le vois? Est-ce que tu le vois sans toit pour pouvoir transporter 22 figurines? Est-ce que tu mets un toit pour pouvoir justement lui passer entre guillemets avec une meilleure endurance? Est-ce que tu le vois aussi avec un grand canon? Comment est-ce qu'aujourd'hui tu le vois? Alors j'ai envie de dire, en bon joueur orc, je le vois à ma façon. Tous les joueurs le verront à leur façon. Ce qui est vraiment super cool dans cette V10, c'est qu'en fait les options sont gratuites. Donc là on va enfin pouvoir stuffer nos chariots de guerre comme on a envie. Typiquement, moi je le joue avec 4 gros flingues. Ça c'est gratuit. Qu'avant on ne payait jamais. Hein. La boule de démolition, la pince qui attrape, le rouleau compresseur devant, et puis le canon aussi sur le toit, parce que pourquoi pas. Le canon, t'es pas obligé d'avoir un toit. Tu peux prendre un toit en plus. Donc la vraie question, c'est le toit. Le toit donne
plus 2 en endurance, 12, qui est une excellente endurance maintenant dans ce jeu, mais tu ne peux plus tirer depuis ton chariot de guerre, sachant que ce chariot de guerre a un magnifique pont de tir de 22 places, donc le maximum dans ce jeu, à notre connaissance. Et donc là, arbitrage, arbitrage, puisqu'il y a quand même des unités assez sympas qui peuvent tirer dans ce codex. Moi, je mets le toit. Je mets le toit parce que je considère que ce véhicule-là est fait pour transporter les figurines qui sont destinées au corps à corps, et donc il faut qu'il résiste au moins un tour avant que celle-ci débarque et envahisse la table avec une WAG. T'as commencé à en parler, mais justement, pont de tir 22, est-ce que tu vois des unités de tir qui pourraient l'utiliser comme un chausson? Les pillards, parce que c'est fun. Les lance-flammes, et là, 22 tirs de lance-flammes, quelque part ça parle à tout le monde. Ça détend, quoi. Voilà, et puis les frimeurs, on va en parler tout à l'heure. Et la chose qu'il faut retenir de ce chariot de guerre, c'est que entre l'endurance de 12, la sauvegarde à 3+, le -1 en PA, et dans ce jeu maintenant une figurine aussi grosse est quasiment forcément à couvert d'une manière ou d'une autre, d'autant plus qu'il peut être soigné, comme tous les véhicules orques, par un personnage dont on n'a pas encore parlé, qui est le mec. Yes, il vaut 45 points, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il peut mener plein d'unités comme les castanks, les nobs, canons de mec, les pillards, ainsi que les boys, on en a parlé tout à l'heure. Ce qui est cool, c'est qu'il va être Medbok, qui fait que tant que cette figurine est à 3 pouces ou moins d'un véhicule orc, alors elle a l'attitude agent solitaire. Et ensuite, Mégadien, qui fait tout simplement qu'il va pouvoir soigner les véhicules tout en leur en donnant plus un au jet de touche. Et voilà, donc là c'est très C'est la intéressant. tech marine en fait. Donc deux choses qui sont intéressantes. Un, il peut acquérir la règle agent solitaire, qui est sans doute une des règles les plus pétées de la V10 à ce jour. Donc on peut pas lui tirer dessus si on a plus de 12 pas, et même s'il est dans la pampa. Mais surtout il donne plus 1 en CT. Et donc plus 1 en CT quand tu prends un chariot de guerre avec 22 mecs, qui, rappelez-vous, dans la règle de V10, transfèrent leur arme au véhicule quand ils tirent. Donc c'est le véhicule qui tire avec les armes des mecs dedans. Et donc plus un touche, et donc là c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. On continue dans les véhicules, mais on va faire un détour par le camion, c'est-à-dire l'historique truck, vraiment pas cher pour le coup, 50 points, mouvement de 12, endurance de 8, sauvegarde à 4, invulnérable à 6, 10 points de vie, contrôle d'objectif 2, comme un Rhino pour le coup. De base, ces gros bidouilleurs vont faire en sorte qu'à chacune de vos phases de commandement, il va récupérer un PV. Il a une capacité de transport de 12 et il a aussi, tout comme son homologue, le chariot de guerre, un pont de tir de 12 places pour ça. Et il peut recevoir les figurines d'infanterie, les figurines en méga armor, sauf qu'elles comptent pour 2. Par contre, il ne pourra pas transformer les figurines à réacteur dorsal, c'est-à-dire les Shock Boys. Il est vraiment bien ce truc à 50 points. Bah ouais. 50 points, c'est super, t'as envie d'en mettre plein. Une fois que t'en as mis 6, tu dis ah oui attends, ça donne quand même déjà 12 points de véhicule, donc on va peut-être se calmer, donc il faut trouver l'arbitrage, mais il est très bien. Voilà, il est très bien. Le truc que tu as oublié de signaler, mais qui est méga cinématique et que là aussi t'as envie de prendre, c'est la boule de démolition qui est gratos, qui est la force 10, une seule attaque qui touche à 4+, si tu fais 6 c'est 2 touches. Force 10, pas de PA, dommage d'être 6. La dernière fois que j'ai joué contre un chevalier impérial, j'ai cassé un petit truc à la boule comme ça. Voilà, c'est du plaisir. Voilà. Tu pourrais lui dire que maintenant, à chaque fois que tu le croises, que tu l'as souillé avec ta boule. Je l'ai souillé avec ma boule. Plus sérieusement, c'est en fait un véhicule un peu à tout faire. C'est sans doute dans ce véhicule-là que tu as envie de protéger tes tireurs. Voilà, donc parce que le chariot de guerre, t'as envie de l'envoyer au front. Alors que celui-ci qui reste derrière, qui va prendre des lignes de vue, peut-être avec un mec qui du coup donne plus 1 en tir, là c'est très intéressant. On continue chez les mécanos, on va parler du gros mec en slip avec canon choc. Il vaut 75 points. Il va déjà être meneur de plein d'unités, notamment les pillards, les canons de mec et les boys. Il va permettre à l'unité de relancer les jets de touche au tir de 1. Il a un assaut de cinglé qui fait qu'à chaque fois qu'il va toucher une unité, elle va devoir faire un test d'ébranlement. Il va pouvoir faire D6 plus une attaque de canon choc, à savoir qu'une fois par partie, il va pouvoir utiliser son grotte pour pouvoir relancer son D6 plus 1, qui vont toucher à 5, mais qui vont être force 9, PA-4, damage D6, portée 60 pouces. Avec la règle heavy, donc s'il bouge pas, il touche à 4+. Il a toujours été rigolo. C'est très cinématique, etc. Je pense qu'en plus il est pas mal. T'as envie de le mettre spontanément dans une unité de pillards, puisque les pillards, on va le voir, ont une règle spéciale qui leur permet de relancer leur jet pour toucher quand ils tirent sur une unité qui est sur un objectif.
Et donc bah, ils le transmettent au mec, donc il va toucher à 4+, reroll, donc bah, avec une grosse arme comme ça, on prend. Hein. On enchaîne ensuite avec le post dresseur sur Squigozor. Il vaut 165 points. Il a un mouvement de 10, une endurance de 10, c'est un Dreadnought. Il a une sauvegarde à 3, il a une sauvegarde invulnérable à 5, ainsi qu'un insensible à la douleur natif à 4+. Et derrière, il est OC 3. Il peut faire une intervention héroïque pour un PC, même si une autre unité l'a déjà fait à cette phase. Et derrière, bon, bah, c'est beaucoup d'amour, hein, puisqu'en fait, en gros, il va faire 6 attaques de force 6, PA-1, dégâts 2, et 3 attaques de force 7, PA-2, dégâts 3, en attaque bonus et blessure dévastatrice. Et je précise que son kick-coupe était anti-monstre et anti-véhicule 4+. Oui, bah, de l'amour, voilà, tu as résumé. Alors, c'est une data sheet, comme tous les personnages, quand on lit un personnage qui peut rejoindre personne et qui n'a pas agent solitaire, tu te dis, bon, c'est nul. Après, tu regardes les trucs, tu fais quelques statistiques. Le machin résiste à 482 tirs de bolter de Marines, par exemple. Hein, donc, j'ai fait les stats. Donc, non, c'est bien, hein, c'est très très bien. Il tank aussi les Standguard qui sont aujourd'hui une des Death Stars du jeu en termes de voilà, capacité d'attrition de mortels. Voilà, puisque la 4+, Feel No Pain est juste super forte. Et puis on a évoqué le petit personnage médecin hein, qui rejoint des alpagueurs et qui peut en fin de phase de mouvement soigner un personnage à côté. Donc par exemple ce type-là, qui en général l'adversaire aura mis des ressources pour déjà lui faire perdre 3 PV. Hein, donc et comme en plus il fait relancer les charges aux alpagueurs à côté, qui leur donne un peu l'ancienne règle orc hein, où tout le monde relançait ses charges, et pour lui-même. Hein, bah du coup en fait ça combote très très bien en termes de résilience. C'est hallucinant, 165 points, un châssis endurance 10, 9 PV, Feel No Pain à 4. C'est très très énervé quand même. Alors c'est très énervé, mais c'est pas pété dans le sens où au fond il fait assez peu de dégâts. Ouais. Hein, PA-1, enfin avec tes marines tu vas le tanker, voilà. Mais ça fait partie de ces figurines dans le codex qui disent je vais sur cet objectif. Et il sera encore à moi au tour suivant. Voilà. Yes, puisque OC3, en tout cas même pour une figurine individuelle comme ça, c'est bien, il sera jamais tout seul, et même seul, il reprend justement l'objectif à un rhino. La dernière chose, c'est que dans les stratagèmes qu'on a vus, le -1 bless marche sur le monsieur. Hein. Et donc, quand tu commences à lui mettre -1 bless, alors là... Endurance 10, -1 bless, ouais. Voilà. Clairement, en fait, ça veut juste dire que tout ce qui est anti-char dans le jeu va le blesser au mieux sur du 4+. Et on parle des gros anti-chars. Et on parle des très gros anti-chars. Ouais. Hein, ton multifuseur de merde, tu vas te le garder pour ton blessure assist. C'est hallucinant parce qu'en fait, ça veut dire que tu vas diviser par 2 finalement les cibles, les tirs qui peuvent le blesser. Ouais. Voilà, c'est pété. Quand le mec, quand tu l'attaques avec des gantelets, le mec te regarde et il dit bah qu'est-ce que tu essayes de faire là. Tu te ridiculises, hein, j'arrête. On fait un petit détour côté héros épique avec sa version finalement nommée qui est Mozrog Skrakdag qui lui vaut 195 points, donc il est quand même relativement cher. Maintenant, même chose, mouvement 10, endurance de 10, sauvegarde à 3, invulnérable à 4, insensible à la douleur à 4 aussi, OC3, commandement de 6. Derrière, en termes d'aptitude, il va avoir plus et gros, 3 petits points, tu vois ce que je veux dire, puisque lui, dès qu'il va cibler un véhicule ou un monstre, il va ajouter +1 à ses caractéristiques de dégâts, et quand il cible la titanesque, il va ajouter +2. Ça veut dire que lui, il va passer dégâts 6. Pour son squig, son requin, là. Et dégâts 5 pour lui-même. Il va aussi avoir l'aptitude croqueur affamé qui fait qu'à chaque fois que cette figurine déclare une charge jusqu'à la fin du tour, alors un jet de blessure non modifié de 5 cause une blessure critique. Et écoute, c'est de la finesse et de l'amour. C'est de la finesse et de l'amour. Alors lui, pour le coup, il est méga résistant. Hein, voilà, donc la 4+ invulnérable et 4+ Feel No Pain, là, faut vraiment y aller. J'ai pas calculé le nombre de bolters qui doit rester le même d'ailleurs, puisque on tape sur de la 3+, mais voilà, c'est très fort. Et lui, pour le coup, il tape beaucoup plus fort que ses copains Squigozor. Donc lui vraiment il est sympa. Je le trouve pété mais il est très bien costé puisqu'en fait vraiment 200 points, enfin 195 points, c'est un vrai choix quoi. Le mec se dit jamais c'est pété parce qu'il peut lui tirer dessus et donc ça le rassure le mec en face, mais en vrai c'est parce qu'il a pas sorti sa calculette. Voilà, et quand t'es un tryharder comme moi et que tu commences à en mettre 3, lui et ses 2 petits copains non, c'est et que tu vas tout droit. C'est une famille. Voilà. On va donc parler des buzz sur Squiglier. Là, ils sont jouables de 3 à 6 à 110 points par tranche de 3 figurines. Mouvement de 10, endurance de 7, sauvegarde à 4. Derrière, ils ont nativement une insensible à la douleur à 5, 3 points de vie, commandement de 7 et OC2.
Donc franchement, super châssis. Ils ont comme aptitude chevaucher sauvage qui fait qu'ils ignorent tous les modificateurs de mouvement et ils peuvent avoir derrière un petit squid bong, petit squid bong pour le fun. Derrière, si on regarde un petit peu la manière dont ils vont être équipés, ils vont avoir 3 attaques bonus avec leur mâchoire qui vont toucher à 4, force 6, PA-1, dégâts 2 et surtout en fait les qui piquent leur lance qui va être anti-monstre 4+, anti-véhicule 4+, lance, donc +1 pour blesser à un tour où ils ont chargé, force 5, PA-1, dégâts 2 et après quelques petits tirs d'appoint, mais ça c'est cadeau quoi. Ils sont bien, je dirais, quasiment à tout point de vue, avec un coût, bon, c'est assez cher, mais ça les vaut parce que la règle Feel No Pain dans ce jeu où tout le monde abuse quand on commence à jouer un peu en compétitif, tout le monde abuse un peu des blessures mortelles, les rend très intéressants. Le fait de pouvoir les blesser à -1 avec le stratagème générique Orc, les on parle même pas de ça. T'imagines, excuse-moi, pour seulement 220 points, finalement, les 6 endurance 7, -1 pour être blessé, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Et donc en plus, ils ont des squeak bombs, jusqu'à 2 s'ils sont 6. Et ces squeak bombs, tu les lâches à la fin de ta phase de mouvement, si tu as fait un normal move, sur 2+, un machin à 12 pas. Pourquoi pas un petit personnage qui serait agent tout seul, là, se prend des 3 mortels. Combiné à ça, le stratagème générique grenade, puisqu'ils ont des grenades, et donc sur 4+, avec 6 blessures mortelles, tu fais assez facilement 7 blessures mortelles sur un machin qui se balade. Le véhicule par exemple, tu t'apprêtes à charger, ou derrière tu le défonces à la lance. Très intéressant, et très intéressant pour tenir les objectifs, puisqu'ils ont OC2, et ils sont très résistants, hein, avec une 4+, et un Feel No Pain à 5, sachant qu'encore une fois dans ce jeu, avoir un couvert, désormais c'est assez facile. Donc t'as vite fait d'être très résistant. On va terminer les squigliers par le Nobs sur Squig Crazer. Il vaut 75 points, il peut donc rejoindre cette unité là. Il va avoir comme aptitude Boss Squiglier qui fait qu'il va donner à l'unité qu'il rejoint +1 à ses jets de touche, et aussi Trakele qui est le rang de bataille dans lequel la WAG est déclarée. Alors le gros qui coupe de cette figurine va avoir l'aptitude anti-monstre 3+, et anti-véhicule 3+. Ça tombe bien, son gros qui coupe va quand même faire 5 attaques de force 7, PA-1, dégâts 2, et qui le reste du temps est anti-véhicule et anti-monstre 4+. C'est sympa de toucher à +1 toujours. Hein, Est-ce que tu mets un Nobs dans cette unité, ou est-ce que tu as plutôt cherché la synergie dont tu me parlais tout à l'heure, enfin la synergie juste de tanking des autres personnages et du personnage nommé? C'est ça, c'est qu'on en revient au même sujet, c'est que si tu commences à mettre des Squigosaurs, bon, spoiler alerte, j'en mets, t'as envie d'en mettre 2-3, hein, histoire d'être bien menaçant. Donc déjà t'as 3 personnages qui en plus sont des monstres, hein, donc tu vois, tu commences à donner aussi des points de fixe, et après tu arbitres. Hein, voilà. Donc non, pour l'instant j'ai pas eu envie de le mettre. Là ils ont le mot-clé monté, mais ils ne sont pas infanterie. Est-ce que ce genre de liste, vu qu'on a fait le tour là un petit peu justement des bêtes sauvages de cet index, est-ce que t'es vraiment pénalisé par les murs? Est-ce que t'arrives à jouer sans? Est-ce que leur capacité de tanking justement te permet de t'exposer aussi par rapport à ça? Ça dépend un petit peu des tables, et notamment, alors en ce qui me concerne moi, des tables compétitives qui seront conçues, hein, mais qui seront mécaniquement un mélange qui permettra à tout le monde de jouer normalement si c'est bien conçu. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi c'est une unité, je parle des squigliers, qui peut justement s'exposer et essayer de survivre à la phase adverse. Parce qu'elle est très résistante, hein, tout simplement. Yes, et tu me faisais aussi remarquer hors cam que en fait il n'y a pas de mots-clés anti-cavalerie aujourd'hui. C'est vrai que tu vas avoir énormément d'anti-infanterie, d'anti-véhicule, et donc finalement d'anti-vol aussi, mais t'as pas d'anti-squig. Et, le fait d'être endurance 7, potentiellement -1 pour être blessé, finalement t'assures une forme de linéarité par rapport à ton tanking. Très fort. Bah oui, je pense que pour ça c'est très fort. Et puis vraiment quand ça touche un véhicule, ce machin, ça l'éclate. Parce qu'en plus tu peux leur mettre des touches soutenues à 5, hein, donc touche parfaite, 24 attaques en WAG, pic. On fait un petit détour côté Speedfreaks, on va découvrir les châssis. On commence par le Boosta Clata Custom qui vaut 85 points. Ils sont jouables que par 1 maintenant. Déjà, lui, il va avoir un mouvement de 12, une endurance de 7, tout comme ses homologues, une sauvegarde à 4, une invulnérable à 6, 9 points de vie, OC 3. Voilà, ils vont chacun avoir des petites particularités. Lui par exemple, il va avoir le Daka qui cloue, puisque à votre phase de tir, après que cette unité a tiré, on va choisir une unité ennemie qui a été touchée par une ou plusieurs de ses attaques avec le canon à rivet, et cette unité aura alors -1 pour toucher puisqu'elle sera pilonnée. Qu'est-ce que tu penses de ce véhicule? Globalement, il souffre un tout petit peu d'un profil qui manque un tout petit peu de puissance à mon avis, notamment sur l'endurance, puisque avec une endurance de 7, il reste sur le palier où la force 4 les blesse à 5+, qui est devenu très rare pour un véhicule désormais. Donc ça c'est quand même une petite faiblesse. Il coûte du coup un tout petit peu trop cher à mon avis, notamment quand on compare au truck,
alors qui certes fait moins de tirs, etc. que tous ces mecs-là, mais qui coûte que 50 points. Bon, et relativement intéressant hein, sur le papier, puisque faire -1 pour toucher une unité en face, quand en général c'est avec le tir que ton adversaire a envie de te gérer, c'est pas inintéressant. D'accord, lui il est équipé d'un crameur d'échappement qui est tout simplement un lance-flamme en torrent jumelé ignore cover qui va faire donc à 6 pouces, malheureusement seulement 2d6 touches, force 4 mais il relancera pour blesser, et après des grottes pétoires et des canons rivets, mais on s'en fiche puisqu'il a un pistolet mais il a le droit de tirer avec puisque c'est un véhicule. On enchaîne avec le Bricojet, le Dakajet, le méga chenillé, qui lui vaut 90 points. Il a un châssis similaire. Son aptitude principale à lui, c'est qu'il va avoir un forêt à travers qui fait que quand il charge, il va faire des blessures mortelles. On rappelle bien évidemment que comme il est véhicule, il est éligible au stratagème générique d'épronnage qui lui rajouterait potentiellement des 3 blessures mortelles. Et après, lui, son travail, c'est de balancer de la roquette. Il va faire des 6 tirs plus 1 de roquette et aussi avoir une roquette supplémentaire de force 9, PA-2, dégâts 3. Bon, avec l'arme blast en plus, la roquette, donc c'est toujours sympa. Là aussi c'est sympa, ça fait des choses, mais il manque un petit peu ce petit soupçon de résistance à mon avis, ou par rapport au coup, voilà, qui fait que assez souvent tu vas trouver mieux. Voilà. Ensuite, on voit le chariot Boomdaka Deluxe. Lui, il vaut 90 points. Il va avoir comme aptitude le nouage de poussière qui va lui permettre de donner -1 pour être touché aux figurines ennemies qui seraient à 6 pouces ou moins de lui. Et derrière, bon bah quelques petits tirs de gros flingues, de pétois grotte, de mecs spé et de roues cloutées. Alors, c'est un peu plus subtil que ça, là, avec -1 pour toucher, c'est quand il est à 6 pas d'unité ennemie, il lui donne -1 pour toucher, peu importe sur quoi tu tires. Hein. Maintenant, il faut que l'unité adverse reste à moins de 6 pas, parce qu'elle a une phase de mouvement pour se barrer un minimum, donc, mais ça marche au corps à corps, donc il peut charger avec ses copains et mettre -1 pour toucher aux méchants en face. Donc je dirais que de ce point de vue-là, c'est sans doute un des plus intéressants qu'on a. Avec toujours cette faiblesse de l'endurance 7. Il nous reste encore 2 véhicules à voir côté Speedfreaks. Là on va s'attaquer j'allais dire à l'iconique, mais celui qui a frustré aussi bien pour les personnes qui l'ont affronté que pour les personnes qui en ont acheté trop et qui n'ont pas pu les jouer après. On va donc passer au Buggy Fleur Squig. Il vaut lui 110 points, c'est donc le plus cher. De base il a une règle qui dit que quand il tire avec justement ses lances Squig, donc cette arme qui est déflagration, ignore couvert et tir indirect à 36 pouces pour faire D6 plus 6 tir de force 5 PA-1 dégâts 2. Et en plus de ça il va avoir déflagration qui lui permet de rajouter un tir par tranche de 5 figurines sur sa cible et donc d'avoir +1 pour toucher quand il cible de l'infanterie avec cette arme là. Ensuite il va avoir une mine à squeak qui fait qu'une fois par bataille, au début de n'importe quelle phase, il va pouvoir choisir une unité ennemie à 3 pouces ou moins de lui et jeter un D6 sur 4+, ça sera des cibles et sur mortelles. Tranquille. Yes, et aussi d'avoir un petit fusil à canoncier qui va faire un petit peu de tir de force 4 sans PA dégâts 1, mais c'est surtout pour son tir sans ligne de vue. Est-ce que lui pour le coup tu le trouves plus justifiable à 110 points? Alors oui, c'est un des deux meilleurs. Un parce qu'il peut se cacher et être utile, hein, donc on le voit bien tenir un objectif caché, soit chez soi, soit en le mettant en attaque de flanc pour aller prendre un autre. Il se défendra un petit peu si tu viens le chercher. Pour ça il est assez intéressant. Évidemment si t'en as 9, c'est... déjà, il y en a 6 qui restent dans la mallette. Ou alors tu les convertis, tu te démerdes. On va finir ensuite par le Dragsta Shock. Lui, il vaut 85 points. Il va avoir le Tunnel Shock qui fait qu'à chaque fois que cette figurine est choisie pour avancer, vous pouvez le retirer du champ de bataille et le remettre à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie. Il va être équipé avec une roquette à déflagration, donc des 3 tirs de force 9, PA-2, dégâts 3. Et aussi le fusil Shock Custom qui est un tir à risque qui fait blessure dévastatrice et précision, force 8, PA-2, dégâts D6 plus 1. Lui il est fun, c'est un des moins chers, et dans un monde où tu peux jouer sur des objets tactiques, donc choisir le mode de scoring tactique, il est intéressant parce qu'il peut FEP, hein, et donc aller chercher des trucs justement un peu chiants. La seule difficulté c'est que pour FEP, il doit advance, et s'il advance, il tire pas. Donc c'est un peu la frustration qu'on a sur ce véhicule. Au moins son arme de précision aurait mérité d'avoir assaut. On enchaîne ensuite avec les commandos, mais juste avant on va découvrir le boss Sneak Rock, qui est donc le personnage nommé qui peut les rejoindre. Il vaut 105 points. Quand il mène une unité, il dit que l'unité bénéficiera alors toujours de la sauvegarde de couvert, et aussi une fois par partie l'infiltrateur rusé qui va lui permettre, si celui-ci n'était pas à portée d'engagement, de pouvoir tout simplement être retiré du champ de bataille et replacé à la même phase à 9 pouces de toute figurine ennemie. De base il va avoir l'infiltration et discrétion. Lui peut donc rejoindre les commandos qui ne sont jouables que par 10 à 135 points, qui de base vont avoir infiltration tout comme leur poste et discrétion, c'est-à-dire au déploiement ils peuvent être mis à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie et à plus de 9 pouces de la zone de déploiement, et discrétion pour avoir tout le temps -1 pour être touché. Là où pour le coup elle va avoir une aptitude qui est golden, c'est sale surprise qui fait que cette unité ne peut pas être sujet au tir en état d'alerte. Bon,
Alors là, on a un package qui s'examine très sérieusement. Peut-être les commandos d'abord. Donc moins 1 pour être touché au tir serait intéressant. Ça peut se combiner toujours pareil, au moins 1 pour être blessé. Donc chiant. Hein. On ajoute à ça 2 petites aptitudes d'équipement qui sont le squig qu'on ne présente plus puisque toujours pareil tu peux le lâcher après avoir bougé. Exactement, le squig bomb. Voilà, donc avec finalement des 3 mortels qui ciblent un truc que tu as envie de tuer. Et puis surtout ce qu'on appelle le grotte de distraction. Alors je sais pas comment il est en français. Grottler, voilà. Donc lui vraiment cool pour cette fois-ci. Déjà avant il était cool, il donnait plus un bless à tout le monde. Maintenant ils l'ont changé. Quand on te tire dessus, tu dis regarde ce grotte. Et le mec en face dit bah oui effectivement je vois le grotte et donc tu bénéficies d'une sauvegarde de 5+ invulnérable pendant cette phase de tir. C'est important de créer de l'interaction avec l'adversaire. Exactement. Voilà. Donc si je résume, tu as une unité qui a moins 1 pour être touché, 5+ invulnérable sur demande pendant un tour, ce qui te permet du coup de comboter assez bien avec l'envie que tu n'as pas de lancer la WAG au tour 1. Donc tu peux les mettre menaçants, etc. À ça tu ajoutes une unité qui se stuff pas mal puisque tu peux mettre pas mal de petites armes. Alors il y en a qui sont rigolotes, d'autres qui sont fortes. Celle qui est forte, c'est celle qui te donne un deuxième équivalent pince qui doit être le marteau de, je sais pas comment ils appellent ça, bélier. De bélier, voilà, tout à fait. Qui fait que dans ton escouade du coup tu auras 5 attaques de pince équivalentes ou 7 en WAG. Ok, mais est-ce que finalement pour 110 points anti-figurine, est-ce que tu les joues? Est-ce que c'est important d'avoir de l'infiltration en orc? Peut-être aussi pour te prémunir de l'infiltration, parce que tu pourrais aussi prendre une alpha dans la tronche. Et est-ce que tu mets Snip Rock quand même qui va quasiment doubler le coût de l'unité? Alors la seule faiblesse de l'unité je trouve c'est qu'elle peut pas se jouer par 5. Où là pour le coup tu pourrais la prendre juste pour éviter les infiltrations adverses. Donc, tu dois la jouer par 10 et à part 10 en fait t'as envie de t'en servir aussi donc et puis pourquoi pas les multiplier. Donc oui t'as envie de les jouer, le coût est équilibré, c'est une unité résistante qui te permet aussi de faire du tactical parce que mine de rien être un peu partout sur la map, il y a beaucoup de scénarios qui utilisent ça, de tactical. Et puis tu peux aussi te dire tu sais quoi, j'ai 30 commandos, je les mets à 9 pas de toi. Si j'ai le tour 1. Si j'ai le tour 1, c'est chaud frère. Et peut-être que tu auras envie de déclencher la WAG d'ailleurs. Et du coup peut-être que tu auras envie de déclencher la WAG. Ouais. Et que si t'as pas le tour 1, tu déclenches pas la WAG, le mec va te tirer dessus, parce que tu les auras exposés, mais tu leur donneras une 5+ vue. Pour ceux qui sont forts, ceux qui ont sneak rot avec eux, etc., le moins un bless, et donc du coup c'est quand même pas facile à sortir. Ils sont jouables à 10 à 135 points. C'est quand même assez intéressant parce que t'es à 405 points pour en jouer 30. Bon, c'est un peu la mort du fun, sauf si t'es liste à thème. Mais à la limite, tu mets des décors d'aquarium pour qu'ils soient cachés derrière des feuilles, et là c'est fluff. Mais ça oriente vraiment ta liste sans trop te prendre de ton budget en fait, c'est assez intéressant. Oui, vraiment, et puis encore une fois, t'es pas obligé de les déployer à 9 pas du mec pour être agressif. Tu peux en mettre une et voir comment il réagit. Souvent ça lui suffit et il se déploie loin. 2, voir si rage quitte ou pas. Et les autres, et les autres, tu les mets en placement de quart de table. Encore une fois, si tu joues en tactique, que tu vas tirer du quart de table, que tu vas tirer d'aller faire des objectifs dans les coins, ou simplement cleanse un objet, ils sont intéressants pour tout ça. Ils sont plus chers évidemment que D-Boys ou que Dieselpager, mais ils ont des vrais intérêts en plus. Voilà. Et puis certaines armées, même le moins 1 pour toucher, je pense auto et ainsi de suite, vont de toute façon pas aimer en fait ce genre de mécanisme natif. Alors Sneak Rot dans une unité, pourquoi pas, il coûte 105 points, il tape relativement bien puisqu'en fait il est jumelé, donc il a 6 attaques, force 6, je crois PA-1, dommage 2, donc il finit forcément par te tuer les mecs. Son aptitude est intéressante, se déplacer encore une fois dans la partie, je sais pas, encore une fois t'es compté en orc en personnage et un personnage qui va être assez vite exposé, qui n'apporte finalement pas d'aptitude très forte. Cette espèce de redéploiement en phase de mouvement, ça fait, en fait il coûte aussi cher que l'unité, donc en fait autant rajouter une deuxième unité. Oui, une deuxième unité ou le Dragstar qu'on a vu qui peut faire des faibles toute la partie si vraiment tu as besoin de t'en servir pour aller reprendre des points ou des choses comme ça. On enchaîne ensuite avec une autre unité iconique qui sont les Shock Boys. Là pour le coup on peut les jouer à 5 à 65 points, c'est vraiment pas cher, ou à 130 points les 10. Malheureusement c'est fini les packs de 20 justement de Shock Boys. On est globalement à 13 points la figurine. De base, il bouge de 12, endurance de 5, sauvegarde à 5, OC 1. Bien évidemment, dedans, il y a un nob qui lui a 2 PV. Et de base, ils vont avoir à fond les ballons, puisque eux peuvent advance et charge, sauf qu'un tour où ils le font, on va jeter un dé par figurine, et pour chaque 1, ça sera une blessure mortelle. Et on précise quand même que lors d'un tour où ils utilisent la WAG, ils prennent pas les dangereux 1. Ils ont pensé à ce dangereux glitch. Qu'est-ce que t'en penses? Quelle utilité? Ils sont bien, 2 utilités. Un petit pack de 5 pour faire du tactical.
Donc je bouge de 12, je nettoie un objectif, je le reprends, je fais un truc sur le côté, je vais dans un quart de table. Ouais. Voilà. Ils ont frappe en profondeur natif. Ils ont frappe en profondeur native, donc pour les mêmes raisons, la petite frappe en profondeur, le machin. Pack de 10, là, clairement, t'es plutôt en vague 2 ou en vague 1 de WAG pour rajouter de l'attaque dans la gueule du mec. Yes. Est-ce que tu rajouterais avec eux le boss Zack Struck qui lui vaut 100 points, qui ne peut mener bien évidemment que cette unité, qui leur permet d'avoir plus 1 pour toucher et aussi de pouvoir relancer les jets de charge lors d'un tour où ils sont arrivés des réserves, puisque lui en fait à la règle descente en piqué et sinon balance quand même 6 patates de force 8 PA-2 dégâts. Oui, t'as envie de l'envisager parce que plus un touche c'est fort sur de l'orc, tu passes en touche parfaite, je te rappelle en statistique. Ouais. Et puis même sapin c'est forte. La règle de relancer en frappe en profondeur, t'as pas vraiment envie de les utiliser comme ça. Pourquoi pas, mais là encore une fois, la concurrence de personnages est quand même assez forte. Yes, en fait ce qui est assez intéressant, c'est qu'à chaque fois ils ont donné une valeur en points à ces personnages-là qui correspond, on va dire, à 15% en dessous de rajouter un deuxième pack. Donc à chaque fois tu vas faire le choix en fait de les rentabiliser en fiabilisant soit leur charge, soit leur jet de touche, mais au détriment d'un deuxième pack. C'est ça. À ce jour, j'ai pas réussi à trouver ça intéressant dès lors qu'on rentre dans une logique de tryharder que je suis. On enchaîne ensuite avec les iconiques Cram Boys. Ils sont jouables de 5 à 15, 65 points les 5, 195 points les 15. À chaque fois, il y a un bricolo pour 4 Cram Boys ou 3 bricolos pour 12 Cram Boys. De base, ils ont un châssis d'orque complètement normal. Ils vont avoir comme aptitude les pyromaniaques qui fait qu'ils peuvent relancer les jets de blessure de 1 quand les ennemis sont à 6 pouces ou moins, ou relancer l'intégralité des blessures quand l'unité est sur un objectif. Qu'est-ce que tu penses de cette unité? Est-ce que pour le coup, tu la boostes avec des meneurs? Alors, elle est intéressante. Et la relance des blessures est intéressante. C'est pas la seule unité dans ce jeu là qui désormais a une mécanique un peu similaire. Mine de rien, mettre des armes spéciales aussi. Je pense à des lance-roquettes par exemple, qui sont blast, donc qui sont devenus assez cool. Avec des meneurs, tu peux les booster un petit peu, soit en résistance, avec une Feel No Pain, avec un médico, soit en résistance au tir avec une 5+, invulnérable, voire 4+, 2 fois dans la partie. Ouais. Avec un mec avec un Shot Force Custom. Voilà, exactement. Alors, j'aime bien. Je pense qu'il mérite un truck pour être transporté et pouvoir tirer du truck. Tu vas leur offrir. Voilà, non, il le mérite. Il le mérite. Tu prends ton truck du coup a 8 lance-flammes sur les épaules, c'est intéressant. Et puis la PA-2 au close avec leur Cram Boys. En fait, ils ont génériqué, on va dire, un stratagème du codex V9. Maintenant, c'est 13 points la figurine, alors que le Boys normal, qui est le même châssis, coûte 8,5. Donc t'as un vrai investissement à faire. Ouais. Voilà. Mais ça se conçoit parfaitement. J'en ai pas encore mis, mais j'ai pas tout essayé. En tout cas, c'est assez appréciable de voir qu'ils ont une latitude, c'est-à-dire qu'on peut les jouer par 5, par 10 ou par 15. Toi, finalement, tu les jouerais comment? 5 low cost, 10 dans un truck? Alors 5 low cost, certainement pas. Je vois pas d'option où c'est intéressant. Ouais. 10 dans un truck, 15 dans un chariot de guerre, parce que les flammes, quoi, tu vois. Bien sûr. Ah si, par 5. Pour en avoir 20 dans un chariot de guerre. Ça, c'est envisageable. Ok, ça à la limite. Ouais, ok. Donc finalement, ça serait à 180 points, les 10 dans un truc. C'est abordable. Oui, moi je pense que ça se travaille. Tu peux parfaitement avoir comme idée de les mettre en truck. L'utilisation, que je vois, qui est assez intéressante à mon avis des Cram Boys, c'est que ça fait partie de ces unités dont tu es sûr de te servir si tu arrives de réserve stratégique. Ouais. Parce qu'elles peuvent tirer. Et derrière, si tu rates ta charge, t'as au moins tiré. Donc tu les fais arriver soit nativement, soit dans un truck. Tu peux aussi utiliser le fameux stratagème Rapid Ingress, qui commence à être assez connu. Arriver avec ton truck, le mec te tue pas parce que t'es pas con, et ensuite tu débarques, tu WAG. Voilà. J'aime bien cet argument. Il te tue pas parce que t'es pas con. Tu ne les mets pas là où ils peuvent se faire défoncer. Exactement, ouais. On enchaîne avec les pillards qui sont jouables 5, 10 ou 15, à chaque fois avec soit un bricolo 4 pillards, 2 bricolos 8 pillards ou 3 bricolos 12 pillards, allant de 55 par tranche de 5 à justement 165 points pour le pack de 15. De base, ils vont avoir la règle, c'est notre butin, eux peuvent relancer les jets de touche de 1 nativement au tir, et quand ils tirent sur une unité qui est sur un objectif, ils font full relance des touches. Le souci, c'est qu'ils sont nativement équipés de Fang de la mort, qui est lourd et tir rapide 1, mais qui nativement touche à 6 pour de la force 8, PA-1, dégâts 2. Alors, ils sont passés force 8, avant c'était force 7, donc là pour le coup c'est vraiment strictement mieux, c'est un très bon palier. Mais bon, c'était 6 quoi. Ouais, compliqué, hein. S'ils bougent pas, ils touchent à 5, certes. Voilà, mais dans quel monde tu restes dans la ligne de tir de 10 pillards? Du coup, le seul usage que tu vois, c'est de les mettre en véhicule. Le véhicule bouge pas. Ou alors dans un véhicule avec un mec qui donne +1 CT au véhicule, mais à ce moment-là, tu perds la règle spéciale
de relancer l'un ou de tout relancer. Ouais. Honnêtement, je la trouve mal foutue. C'est dommage parce que ça fait 2 éditions qui cassent un petit peu cette unité en leur passant la recette de 5 à 6, ou alors en leur mettant des armes lourdes, enfin l'équivalent dans l'ancienne version. Et c'est vraiment dommage parce que ça faisait partie en fait, alors des unités certes de spam qui faisaient un gros volume de tir anti-élite historiquement, mais là ça la passe quasiment au statut de injouable, ou en tout cas c'était 5 avec un mec comme tu l'as dit. Ils payent un peu effectivement leur glorieux passé. Ouais. Ils continuent à faire peur. Alors paradoxalement, le petit intérêt qu'on peut avoir, c'est que une unité de 15 va avoir 3 mecs avec des armes spéciales, et par exemple 3 lance-roquettes qui du coup vont être des armes blast, qui vont toucher à 5 celles-ci, et donc relancer les touches sur des unités avec un objectif, mais bon, malheureusement c'est pas assez fort. Ensuite, on découvre une figurine de Nobs avec la bannière de la WAG. Il vaut 70 points. Il peut rejoindre soit les boys, soit les Nobs. Et derrière, il va faire planter la bannière de la WAG une fois par bataille au début de ce round. Cette figurine peut utiliser cette aptitude. En ce cas, l'unité alors qu'il avait rejoindre est en WAG. Et aussi, quand cette figurine est sous l'effet de la WAG, alors il va avoir une invulnérable à 4 et surtout un contrôle d'objectif à 5. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu mets dans une unité alors qu'il occupe la place du meneur? Ça peut se débattre. Pourquoi c'est intéressant? Parce que tu penses tout de suite à la 5 plus invulnérable quand il déclenche la WAG, mais en fait il donne aussi à l'unité advance et charge, 5 plus invulnérable, plus 1 en force, plus une attaque. Exactement. Donc en fait c'est un super buffer pour un tour. Donc sur le papier c'est intéressant. Il faut simplement se dire que du coup il peut pas le faire quand il est embarqué dans un véhicule. Donc ça veut dire qu'il faut c'est une unité à pied. Toujours pareil, il y a ce problème qu'en orc t'as une grosse concurrence sur les personnages. Il peut trouver une place assez facilement dans une armée. En plus c'est fun d'avoir une bannière, c'est cool quoi. Donc tu jouerais sur un gros pack quoi qu'il arrive, un pack poussé à effectif. Un pack oui, ou pourquoi pas sur des nobs, mais bon les nobs tu verras il y a une concurrence également assez forte avec le warboss. On enchaîne avec une unité qu'il aurait pu rejoindre, c'est-à-dire celle des nobs. Eux ils vont être jouables de 5 à 10, 115 points les 5, 230 points les 10, soit 23 points le bonhomme. C'est un orc avec un commandement de 7 et 2 points de vie, et là où c'est intéressant c'est qu'ils vont avoir l'aptitude, les gars du boss, puisqu'à partir du moment où l'unité est rejointe par un boss de guerre, alors ils vont avoir -1 pour être blessé. Ensuite c'est une unité qui peut être complètement customisable. Déjà au niveau du corps à corps, chaque figurine peut être équipée soit d'un gros qui coupe, soit d'une pince énergétique. Comment tu vois l'unité toi? Full pince La poésie. Voilà, puisque donc leur règle spéciale les invite à rejoindre un warboss, ou être rejoint par un warboss, et ça les rend très forts parce qu'ils ont la règle native -1 pour être blessé, voire -2 si l'adversaire te met +1 pour le stratagème. On est à 200 points les 10 plus le boss. Ouais, mais je te le présente différemment. Tu es en WAG, tu as donc 40 attaques dans les squads de pince. Le warboss, lui, je te rappelle qu'il en a 9 en WAG. Tu lances donc 40 attaques qui touchent à 3+, explosion des 6. Pour un PC, tu exploses des 5, donc en fait tu es en 40 attaques, touche parfaite. Et ton warboss en rajoute 9, donc en explo des 5, ça fait 10,5 en stat. Et donc tu as lâché 50 touches de pince sur une unité, force 10, PA-2, dommage 2. Voilà, donc c'est une unité qui rase quasiment tout ce qu'elle touche, sauf les véhicules peut-être très résistants, et encore, je pense pas. C'est très fort et ça résiste très bien derrière. Comment est-ce que tu les jouerais alors dans un chausson type un camion de guerre ou en renfort stratégique? Franchement en rapid ingress, en réserve stratégique c'est intéressant. À pied, avec un warboss qui dit +2 en mouvement, le stratagème qui se dit +2 en advance, +2 en charge, et tu passes de couvert en couvert et tu finis dans la tête de l'adversaire. Et en truck je pense, voilà, les 3 sont intéressants franchement, en chariot de guerre aussi évidemment, la limo. Je pense que tout est intéressant. Et ce qui est vraiment cool avec cette unité, moi que j'aime beaucoup, c'est très cinématique. T'imagines bien dans ton fluff le warboss qui a ses gardes du corps, c'est ses poteaux quoi, tu vois. Ouais. Et il va péter des bouches avec eux. Pour le coup en fait c'est vraiment, quasiment rien n'y résiste quoi. Ah oui, je pense que c'est la seule unité du codex, puisque les Meganobs ont un problème de limitation de figurines. Ils sont à 6, donc au mieux, du mieux, ils vont te lâcher 24 attaques. Là, ils t'en lâchent 40. Le warboss qui est avec en lâche 9. Ça fait 300 points avec le big boss. Donc, franchement, c'est accessible. L'autre option que les nobs ont, c'est d'être rejoints par un médico. Donc, tu leur donnes une 5+ feel no pain. Donc, sur des figurines à 2 PV, ça casse bien les mécaniques anti 2 PV. Donc, ça les rend très résistants aussi. Maintenant, ils perdent le bénéfice de leur règle spéciale de datasheet. Yes, et ils continuent de toucher à 4 quoi, c'est un petit peu la fin. Avec des pinces, oui. Ouais. Donc non, vraiment ils sont faits pour avoir un warboss. On enchaîne ensuite avec les iconiques Chaos Tank.
ils sont à 135 points les 5. Et là, souci, déjà Game Workshop met la photo de l'unité en Finecast et aucune latitude de l'équipement, puisqu'en fait de base on va en avoir 5. On va avoir un nob qui est équipé d'un lance-roquette et d'une arme de corps à corps, un casse-tank équipé d'une paire de pistolets rocket, ok, un casse-tank équipé d'un marteau casse-tank, donc 0 tir, et 2 casse-tanks équipés de lance-roquettes. Donc, à la limite, tu dis, si c'était à 70 points, je me serais peut-être posé la question encore que. Là, 135 points, c'est l'incompréhension totale. Après, ils ont quand même des aptitudes qui sont sympas, ils ont des squeak bombs, ils ont des trucs, mais on peut les faire rejoindre par unité, mais finalement, en fait, le meneur, il va se faire sniper parce qu'il y a que 5 PV, enfin, j'exagère, 6 PV puisqu'il y a un nob dedans, endurance 5 avec une save à 5. Pour le coup, c'est dommage parce qu'en fait, je t'avais pas posé la question au début de vidéo, je voulais l'aborder en conclusion. Est-ce que ce codex est équilibré déjà à l'intérieur de lui-même et aussi par rapport aux autres? Or, là, eh ben, on est sur le caca de cet Là, index. alors, ça fait un seul caca pour l'instant, donc ça va globalement pour commencer à répondre à ta question. C'est un codex sympa, équilibré, sur lequel il y a beaucoup de choses à faire. Mais là, le seul mot que je trouve, c'est le mot gênance. Quand tu vois ça, tu te dis c'est pas possible. Juste pour comparaison, les fameux Desolator Space Marine, Tu vas te faire du mal. voilà, Les compensateurs. bon, ils sont moins chers par figurine. Hein. Ouais. Donc, c'est quand même Et ils extrêmement tirent gênant. sans ligne de Ils tirent sans vue. ligne de vue, ils ont aussi un gros tir anti-véhicule. Enfin, à un moment donné, qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Non, 135 non. points, c'est débile. Ouais, complètement, ouais. C'est peut-être un Et autre puis codex même d'un pour point de faire vue hobby, moi j'ai des casse-tanks convertis, j'ai pas mis le mec avec les pistolets, Ouais. je suis obligé de le jouer, j'ai pas envie de le jouer ce mec-là. Moi. Ouais, je suis d'accord avec toi, ouais. C'est très bizarre. Il a un tir à portée 12, c'est très 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 bizarre. Bah jumelé, waouh. On enchaîne ensuite avec les iconiques motards de guerre. Ils sont jouables de 3 à 6 figurines, 75 points par tranche de 3. On est des motos quand même endurance 6, puisqu'on bénéficie de l'endurance 5 native des orques. On bouge de 12, sauvegarde à 4, 3 PV pour toutes et 4 pour le chef, au C2. Peut-être là où c'est intéressant pour le coup. Et invulnérable à 6 il me semble. Exactement, invulnérable à 6 et fondu du Daka qui fait que quand leur cible est à moins de 9 pouces, ils ont plus 1 à la pénétration d'armure. Derrière, ils vont être équipés nativement de Daka flingues jumelés qui vont être tir rapide 2 à 18 pouces. Donc à 9 pouces, ils vont faire 5 tirs de force 5 sans PA dégâts 1. S'ils sont à 9 pouces et qu'ils font leurs 5 tirs, ils auront PA-1. Donc ça, c'est pas mal. Et derrière, ils vont être équipés d'armes de corps à corps et le chef peut être équipé justement de gros qui coupent ou d'une pince énergétique. Est-ce que tu te vois les jouer par 3 à 75 points pour aller voler des objectifs, notamment avec le stratagème qui nous permet de faible pendant la phase adverse et derrière de bouger de 12? Je peux aussi te faire le point avec le fait qu'ils peuvent être rejoints, d'ailleurs c'est même intéressant en tout cas en termes de visuel, par le Trike Morkitu qui lui vaut 90 points et qui va leur permettre déjà d'avoir plus 1 pour toucher et aussi carburant enrichi puisque c'est du noce, c'est à dire que quand eux ils décident de faire un jet d'advance, ils vont faire 6 automatiquement. En WAG, évidemment, et donc de 12 à 18. Ouais. Alors les motards, sympa, c'est à peu près bien pricé, donc 25 points la figurine. Au C2 par 3 Au C2, voilà, donc ça vole un objectif de 5 bonhommes. C'est intéressant. Il y a un peu de concurrence. Le truc, c'est que ça reste 3 orques qui tapent quand tu arrives au corps à corps, parce que le tir, au fond, est un peu anecdotique, Ouais. même avec la paix améliorée. Ça reste donc que 3 orques qui tapent, donc à un moment donné, il en faut un peu plus normalement pour dégager des mecs en face, surtout si c'est du Marines ou équivalent. Moi, je les verrais plus à ce stade jouer plutôt format 3. Pour un coup modique, mais surtout qui se déplace bien, assez résistant à tout ce qui est pas vraiment anti-char, pour aller faire de l'action, des choses comme ça. La version avec le gros boss 6 derrière, et je suis tous en soutien en touchant le gros socle du boss, est assez rigolote, assez cinématique. C'est la nouvelle Maintenant, Bretagne. voilà, maintenant il faut passer au milieu des trucs. Le boss, il a un socle gros comme ça. Bon, Non, je suis pas convaincu. Je trouve que c'est stylé que dans l'idée, en effet, comme ce que tu disais. Étonnamment, son socle est beaucoup trop gros. Maintenant, tu voulais aussi nous parler justement du boss Forge World. Le boss à moto, que nous sommes nombreux à connaître, puisqu'il a longtemps existé. Donc là, ils viennent de lui redonner un prix, donc il est officiellement parfaitement jouable. Je crois qu'il est à 75 points, avec la même règle, c'est-à-dire quand il sprint, c'est 6 pas. Et donc le tour de la WAG, 18 passes, donc c'est l'unité qui WAG la plus loin. Donc pour ça, elle est intéressante. Donc là 75 points, pas de gros socle, t'as presque envie de sortir l'unité de 6 pour un complément qui va loin, qui menace l'adversaire. Sacré sac à PV, pour le coup, même justement soit en rapid ingress, soit sur table aussi, sur table potentiellement. Si jamais, alors lui avec l'optique commando, ça tâche. Si on fait une petite parenthèse et qu'on commence à voir se dessiner un peu le codex, tu peux parfaitement faire une armée qui met une pression au tour 1 qui est démente, puisqu'en fait, si on résume, tu peux avoir 30 commandos, 3 unités, enfin au moins une unité de boys qui FEP, tu peux avoir
3 dragsters qui FEP, une unité de moto qui va à 18. Donc tu lâches ta WAG tour 1. Tes dragsters font ça, ils peuvent charger, tes commandos y vont. Ouais, tu mets une sacrée dans une logique compétitive à l'appariement, il y a des appariements que tu peux largement décourager rien qu'avec ça. Je pense à l'Eldar par exemple, hein, qui a juste pas envie de mourir T1 comme ça bêtement. On enchaîne ensuite avec les coptères de la mort. Ils sont jouables de 3 à 6. On est quand même à 115 points les 3. Ça bouge de 12, endurance de 6, 4 points de vie, sauvegarde à 4, invulnérable à 6. Et OC2. Derrière, ils sont avec l'aptitude mort qui vient du ciel. Je vous passe l'orthographe. Qui est que quand ils ont fait un mouvement normal leur permettant de passer au-dessus d'une unité ennemie, ils vont pouvoir jeter un D6 pour chaque figurine de l'unité et sur un 4+, envoyer une petite blessure mortelle. De base, ils sont équipés de roquettes de Copta et d'un calibre qui vont faire des 3 tirs en déflagration de force 9 PA-2, dégâts 3 et malheureusement en tout cas qui est jumelé puisque avant ils avaient 2 fois plus de tirs, maintenant c'est juste une relance des blesses et aussi d'un petit calibre qui va faire un tir de force 4 100 PA dégâts 1. Mais c'est des véhicules donc voilà, et ensuite au corps à corps ils vont quand même faire 6 attaques de force 5 100 PA dégâts 1. Qu'est-ce que t'en penses pour le coup? Alors moi des Copta j'en ai 18. Bon, un modéliste. un amoureux du hobby, bon et non, je suis un peu déçu parce que alors on parlait de la compétition entre personnages qui peuvent donner du coup de l'objectif fixe assez facile à l'adversaire. Là on parle quand même d'une unité de 3 coptères qui donne 6 points de véhicules en fait malheureusement. Donc, chaque coptère donne 2 points alors qu'il a que 4 PV. Ouais, donc ça c'est un peu chiant. 2, le coût est un peu élevé je trouve, 115 points. Mais ça reste quand même moins cher que 5 casseurs de tank quand même, donc tu vois, comme quoi. Sur cette échelle-là, tout le monde est gagnant, tu sais. Oui, c'est pas faux. Et dernière chose sur les coptères, ils ne peuvent pas bénéficier de la règle -1 blesse, puisque ce sont des véhicules, et que c'est une des règles qui rend durable beaucoup d'unités. Ouais. On passe ensuite quelque part à la pépite de cet index. C'est eux le cerveau. Les dieux. Exactement. Les Gretchen, eux, ils sont à 11 figurines à 45 points parce qu'ils intègrent maintenant le fouettard, ou alors 90 points les 22. Voilà, c'est OC2. Voilà. Bon après bien évidemment c'est endurance 2, sauvegarde à 7, bien sûr eux c'est un t-shirt, c'est une sauvegarde de peau qu'ils ont. Ils ne sont pas ligne donc on est capé à 3 unités justement de grotte. Ils vont quand même avoir la règle escamoteur de récup qui fait qu'au début de votre phase de commandement on va jeter un D6 pour chaque objectif qu'une unité de grotte contrôle et sur un 4+, vous gagnez un PC. C'est pas mal hein. Voilà, donc on a vu que les stratagèmes orc étaient très intéressants. Et donc c'est la seule unité qu'on a qui peut farmer du PC, hein. Donc minimum une unité dans une liste, pourquoi pas 2 parce que comme ça t'es sur 2 objectifs et donc tu as 75% de chance d'avoir un PC au début de ton tour. Mais est-ce que 4,5 points OC2 c'est l'OC le moins cher du jeu certainement ouais. Avec tout ce qui est cultiste, tout ce genre de petites unités mais qui sont même plus chères que eux quoi. Voilà, bon après ils sont quand même moins résistants mais ils sont plus ils peuvent être à 20 premier point, et 2 ils peuvent être rejoints par le meilleur personnage de ce jeu quand tu regardes les buffs qu'il donne à son unité. Ça va être Zod Grok Warsnaga. Il vaut 80 points. Il peut rejoindre que les Gretchen. C'est le dieu des Gretchen. De base, il va avoir un insensible à $6. 6. Il va avoir super Zavorton. Tant que cette figurine mène une unité, les figurines de cette unité ont l'aptitude éclaireur 9 pouces. À chaque attaque d'une figurine de cette unité, ajoutez un au jet de touche et un au jet de blessure. Donc là, on relativise. 3+, blesse tout sur du 5 minimum, s'il te plaît. Et à chaque attaque ciblant cette unité, ce serait 1 au jet de blessure. À savoir qu'il a aussi la règle dose spéciale. Quand vous sonnez la WAG jusqu'au début du prochain round de bataille, ajoutez 6 pouces à la caractéristique de mouvement des figurines de l'unité de cette figurine. Et mouvement 12, voilà. C'est simple, on a affaire au meilleur personnage du jeu. Hein, quand tu regardes la liste des buffs qu'il donne à son unité. Écoute, je voulais pas le dire, mais il paraîtrait même que Reboot le consulte. Mais voilà. Il est consulté, tout à fait. Mais tu l'imagines dans n'importe quelle autre unité avec ces buffs-là, il est pété, mais il peut rejoindre que des grottes. Cela dit, attention, grosse tactique, si vous êtes à la maison, bouchez les oreilles des enfants, c'est sale. 20 grottes, le gars, mouvement scout, whack T1, 12 pas, tu englues comme un sale, et t'attends de voir ce qui se passe. Combiné à tes 30 commandos, je te rappelle, on a un truc
super solide. Hein. Ah non, complètement. Non, plus sérieusement, en plus, tu t'es même pas ruiné, il te reste 1000 points en backline. Ouais, c'est 20 PV, même plus que ça, 28 PV. Endurance 2, certes, mais moins 1 pour être blessé. Donc, un peu chiant, quoi qu'il arrive. 5 plus 1 vue en tour de WAG. Avec les 30 commandos en plus. C'est chiant, hein. C'est drôle. Juste pour le troll, je pense que c'est drôle. Je pense même à affronter, quoi. C'est, en tout cas, complètement justifiable. Il rentabilise les grottes. Ça sera sur une unité, peut-être donc un pack de 20 finalement avec lui, ou un pack de 10, ou par pack de 10 sans lui. Franchement, les grottes et lui, super unité. Ils ont réussi à rendre ça attractif. Oui, alors t'as toujours cette fameuse concurrence de personnages, mais honnêtement, c'est un peu plus que fun. Ouais, non mais en fait, je suis très sérieux dans ce que je dis. En fait, le problème c'est qu'aujourd'hui la direction, on va dire que prennent certaines listes, c'est par exemple 2-3 packs de cultistes avec un prince démon qui donne une invulnérable à 4 à ce petit monde-là. C'est tout sauf fun. Bah là, t'es quand même un gameplay qui est très similaire entre guillemets. Tu vas swarmer avec des trucs qui coûtent pas très cher. Tu vas pas faire bien très mais avec tes pétoires, grotte, fais attention. Ouais. Mais en tout cas, je trouve qu'ils ont réussi à faire quelque chose de ludique, de fun, assez bien joué à affronter, pas ridicule et pas frustrant. Oui, non, c'est intéressant. C'est pas que fun. Je pense même que ça peut avoir sa place dans une liste qui va chercher du tactical, des choses comme ça. On va faire un petit tour côté marcheur. On va regarder l'intermédiaire, c'est-à-dire le Dread de la mort. Il coûte 150 points. Par contre, il a endurance 9, sauvegarde à 2, 8 PV, OC 3, invulnérable à 6, brutalité à piston. Au début de la phase de combat, chaque unité ennemie à portée d'engagement doit faire un test d'ébranlement. Et après, derrière, tu vas pouvoir l'équiper de plein de façons. De base, il est équipé avec 2 gros flingues et 2 pinces. Ouais. Mais tu vas pouvoir justement lui rajouter des pinces pour rajouter à chaque fois un nombre d'attaques. Puisque tu vas rajouter une attaque par pince additionnelle que tu vas lui mettre. Comment est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois peut-être un petit peu cher? En fait, quoi? Il est cohérent par rapport à tous les dreads du jeu. Puisqu'à 150 points, tous les dreads, on va dire non primarisés, sont pareils, endurance 9, sauvegarde à 2 et ainsi de suite. Est-ce que tu le rentres dans une liste orc et est-ce que tu as moyen de le synergiser? Aujourd'hui, je le trouve un tout petit peu cher. Sur les règles, il est bien. Il est fun, il est orc, il fait des battle shock, il a plein d'attaques, machin. Mais un tout petit peu cher. Par comparaison, hein, pour 35 points de plus, tu as un chariot de guerre, hein, donc qui a 2 fois plus de PV, endurance 12. Qui tape très fort aussi, bon moins fort mais et qui transporte des copains. Enfin, moi je trouve qu'il est un tout petit peu cher. Voilà. Mais bon, sinon pour porter des roquettes, 3 roquettes, une pince, hein, pour moi je pense que c'est le meilleur équipement. C'est intéressant quand même. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'au même coup, à 150 points, tu vas avoir 3 boîtes qui tuent. Qui eux, alors c'est marrant, c'est des petits marcheurs, ils sont OC2, ils sont mignons. Ils vont avoir l'aptitude rafale inconséquente qui fait que à chaque fois que cette unité est choisie pour tirer, vous allez pouvoir jeter un dé. Sur un 1, bah, c'est une unité orc à 12 pouces ou moins et visible 2 qui vont prendre des 3 blessures mortelles. Sinon sur un 2+, les armes de tir vont avoir Ignore Cover. Or quand on regarde, bah, écoute, ils touchent à 4. Et ils vont quand même pouvoir avoir pas mal de trucs intéressants entre les flingues de Bolt ou les Grotzuka. Ou la roquette, hein. Ouais. Les deux premiers, voilà. Je rappelle que les orques ont un petit problème pour gérer les véhicules, passer la WAG, et donc à chaque fois que tu peux mettre des roquettes, faut y aller. Hein. Donc les roquettes, en plus ignore cover, donc ça c'est vraiment très cool. Yes, excuse-moi, mais à 3, ils vont potentiellement, s'ils tirent par exemple sur 5 marines, sur un véhicule si tu veux, mais même sur 5 marines, ils vont quand même faire 3d3 plus 3, tir de force 9, PA moins 2 dégâts 3, qui touche à 4. Touche à 4. Donc tu vas faire 2 morts, mais bon, pas de couvert a priori, enfin c'est bien, mais on retombe sur un problème qui est que les véhicules, déjà t'as envie d'en mettre quelques-uns en orc, mais là le pack de 3 boîtes qui tuent c'est 6 points de secondaire. Donc voilà. Donc le dread est un petit peu cher puisque on voit qu'il a le même prix et finalement du coup moins efficace à mon avis que 3 boîtes qui tuent. Et en même temps 3 boîtes qui tuent, t'as pas envie de les prendre non plus à cause de ce problème de secondaire. Ouais. Je pense que ce secondaire, d'ailleurs puisqu'on en parle, ce secondaire gagnerait sans doute à être capé sur unité et pas modèle, et pourquoi pas descendre à 1 pour les figurines qui ont peut-être moins de 5 PV, ça pourrait rendre ces trucs là intéressants. On continue dans les marcheurs, on monte en taille, on va passer au Gorkanaut, il est à 295 points, endurance 12, 20 points de vie, OC 8, donc très très beau châssis par rapport aussi à son coup en points. Un beau bébé. Exact.
belle bête. Il va avoir avance cliquetante qui fait qu'à chaque fois que cette figurine fait un mouvement normal d'avance ou de retraite, elle peut se déplacer par-dessus les figurines ennemies ou au-dessus des décors qui font moins de 4 pouces de haut. Il va être capable aussi d'ajouter un CG de touche avec sur ses attaques en mêlée grâce au grotte Crabouillator. Et derrière, bon bah là pour le coup c'est un peu le festival, il va faire 20 tirs de force 6 PA-1 dégâts 1 sur du 5, il va faire des 3 tirs de force 9 PA-2 dégâts 3, il va faire 6 tirs de force 5 sans PA dégâts 1 et des 6 touches de force 5 PA-1 dégâts 1. Et au corps à corps, il a une énorme pince qui va lui permettre de faire soit 5 attaques de force 18 PA-3 dégâts flat 6, soit 15 attaques de force 8 PA-1 dégâts 2 sur du 3+ pour les deux. Il est très cohérent en termes de coup en point. Explodé 6, donc équivalent 2+. Et on peut rajouter qu'il transporte 12 figurines. Ouais. Voilà. Bon, alors, j'ai pas encore testé, mais j'ai la figurine et je vais tester. Parce que lui, en rapid ingress, ouais, il est pas fun. Voilà. Il est pas fun. Imagine, tu mets 5 Meganobs, le patron Meganobs qui les fait revivre dedans, rapid ingress, le mec essaye de le gérer, n'y arrive pas. Ah bah et ensuite, tu sors avec tes Meganobs. Ouais. Et lui, il y va aussi, donc moi je trouve ça très bien. Non, franchement, très bon costing. Ouais. C'est bien, c'est bien. Tu peux lui mettre un petit mec derrière qui lui donne +1 pour toucher, le soigne et devient du coup l'on opérative, donc agent infiltré. On passe à la version un petit peu plus chère, le Morcanaute. Lui, il va avoir une sauvegarde à 3 et une invulnérable à 5, là où l'autre avait une invulnérable à 6. Il va pareil ignorer les figurines ennemies et ainsi de suite, sauf les monstres et les véhicules et les décors de moins de 4 pouces. Lui, il va avoir +1 pour toucher sur un tour de WAG. Grâce à Gros Canardeur. Lui, il va être équipé un petit peu plus anti-élite ou anti-char et toujours transporter 12 figurines. Dans l'absolu, je l'aime bien aussi, c'est le même châssis, il transporte des mecs, il est résistant. Il gère un petit peu un des problèmes du codex qui est le manque d'anti-char. Mais bon, il touche à 5 et c'est pas un anti-char qui est assez puissant, je pense notamment à la force. Je préfère l'autre. Voilà. D'accord. On va finir avec les marcheurs. On termine par le plus gros quand même. On va passer au Crabouillator qui vaut 800 points. Honnêtement, déjà, on est un petit peu déçu parce que c'est pas justifié qu'il valent 2 fois et demi plus cher que le Gorkanaut qu'on a vu juste avant, ou même qu'un Ika. Il a un mouvement de 10, il a une endurance de 14, certes, sauvegarde à 2, certes, 30 points de vie, certes, OC 12. Mais c'est pas 2 fois mieux partout, tu vois ce que je veux dire. Invulnérable à 6, il peut transporter 20 figurines. Il ignore lui aussi les figurines ennemies. Et pour le coup, les monstres et les véhicules sauf les titanesses. Donc il est beaucoup plus gros. Il montre qui c'est l'alpha. Et derrière, il a aussi l'effigie de la WAG qui fait que les unités orques à 12 pouces ou moins de lui ont +1 à leur test d'ébranlement. Ok, fine. Derrière, il a le canon de la mort. Enfin, bon, il a tout l'arsenal qu'on lui connaît. Au corps à corps, il balance quand même 6 attaques de force 24, PA-5, dégâts 10. Je trouve ça juste intéressant de se soulever. Voilà, fun. Voilà. C'est combien de plus. Voilà. Je mets ça de plus. Écoute, je sais pas quoi dire. Je trouve qu'en fait, bah tu vois, c'est marrant parce qu'en fait, la simplification des datasheets l'ont un peu privé du fun. Puisqu'en fait, avant, je sais pas si tu te rappelles, il avait une Gatling qui pouvait tirer en boucle jusqu'à ce que ça s'enraye et ainsi de suite. Et maintenant, tout a été linéaire et je trouve que ça nous prive un petit peu. De toute façon, c'était une figurine fun. Ouais. Et la simplification et la direction prise pour cette V10 n'aurait pas dû être prise spécifiquement pour cette figurine pour la maintenir fun. Alors après, l'autre problème de cette figurine, c'est qu'elle a un gros cul, quoi. Bien sûr. Voilà. Et c'est grand comme ça. Sur une table normalement constituée, t'as toujours du mal à la déplacer, c'est compliqué. Bon, donc c'est vraiment une figurine fun. Et je trouve qu'elle vaut pas 800 points, mais pas forcément pour sa résistance, parce que tu peux imaginer que tu la soignes aussi, hein, ouais. Mais plus pour le manque de dégâts qu'elle fait au tir, en fait, hein, tout simplement parce que tu touches à 5, c'est toujours pareil. Après, encore tu tapes, hein, ça c'est sûr. Oui, parce que tu peux aussi swipe et faire 18 attaques de force 10 PA-2 dégâts 3. Voilà. Bon. Plus sérieusement, ce qui est dingue, c'est que quand tu vois le Rest Knight, quand tu vois ce genre de figurine, hein, même un Nika où ils ont baissé les prix vers le bas, justement pour qu'on puisse les jouer et ainsi de suite. La 800 points, c'est incompréhensible. Mais même à 600, en fait, ça aurait été déjà un peu cher. Oui. Puis de toute façon, voilà, clairement, elle est axée sur le fun, mais donc jouer là pour le fun. Ouais, mais tu vois, même pour mon fun, ils m'ont privé de mon fun. Ils m'ont privé de mon plaisir. Ils m'ont privé de mon fun. On va maintenant beaucoup plus petit. On va parler des canons de mecs qui sont jouables par 1, 2 ou 3. 45 points par figurine, 135 points les 3. Derrière, on a des petits véhicules endurance 5 qui bougent donc de 3 avec une sauvegarde à 5 et une invulnérable à 6 et quand même 6 points de vie. Au C2, ne l'oublions pas. Derrière, il va avoir l'aptitude de bloc qui fait qu'à chaque fois qu'on tire sur une unité qui a moins de 10 figurines, on va relancer les jets de touche de 1.
à la limite. Il est équipable de 4 façons différentes. Est-ce qu'il y en a un qui a attiré ton attention? J'aime bien cette unité parce que ça fait partie des unités qui t'offrent des solutions anti-char que tu as du mal à avoir ailleurs dans le codex Orwag. Bon, la première solution évidente, on va dire, c'est le custom méga canon, je crois, qui s'appelle comme ça. Ouais. Pour D6 tirs de force 12, PA-2, dégâts D6 qui touchent à 4. Voilà, intéressant. Force 12, surtout, c'est ça qui est intéressant. C'est de ça dont on manque un petit peu, puisqu'on est souvent en palier à 9, à 10 en WAG, tu vois, sur des pinces, des choses comme ça. Il peut perdre des points de vie aussi quand il tire comme ça, mais donc ça c'est intéressant, ça touche à 4. Quand tu mets un mec, le personnage, c'est qu'il devient solitaire là, quand il est à côté d'un véhicule, il lui donne plus 1 pour toucher, donc à 3, donc ça devient intéressant. Donc un paquet de 3 comme ça, qui relance les 1, qui tire sur une escouade de 10 Marines, tu vois, ça commence un peu à envoyer du lourd quand ça blast. Le canon craseur, il est un peu entre deux, bon, t'as pas trop envie d'utiliser. Le premier, c'est le Crash Bull, je crois, qui a 3 modes de tir, donc rigolo, donc jouez-le à la maison pour le fun. C'est vrai qu'ils choisissent pas d'ailleurs. Voilà, maintenant tu choisis ta cible après savoir avec quel mode tu tires, ce qui est une amélioration par rapport à avant. Mais ça reste un peu délicat parce que souvent tu vas exposer ton unité pour tirer sur un truc et si tu n'as pas le bon jet, c'est un peu chiant. Et le dernier qui est intéressant, qui avec celui force 12 qui pour moi est le plus intéressant. Yes, là c'est un tir qui va toucher à 4 de force 10 PA-2 dégâts D6 plus 1 mais qui a anti-vol 2 plus des blessures dévastatrices. Donc tous les figurines volantes du jeu sur du 2 plus ça sera D6 plus une mortelle hein. Voilà. Même sur des motos ça rigole pas hein. Alors sur des motos qui volent, sur des mecs avec réacteurs, sur Harriman qui se balade sur son disque au milieu de rubriques Marines. Sur Magnus qui a envie de te taper, t'en mets 3 des comme ça, ou 9 hein, si t'es greedy. Attaque de flanc par exemple, hein, et à un moment t'arrives et tu dis bah il y a quelque chose dans ta liste qui va prendre, qui vole, qui va prendre 4 dés de 6 plus 4, hein, en statistique tu en touches au moins 4, blessure mortelle, voilà. Donc quelle figurine donc, Magnus, mine de rien, tu le gères comme ça. Hein. Ouais, complètement, ouais. Le désavantage, c'est que si tu vas à 9 canons, tu donnes quand même la bagatelle de 18 points On va en parler en fin de vidéo de ça. Est-ce qu'il faut pas s'asseoir dessus sur un des 2 pans? À voir. On l'enchaîne ensuite avec une nouveauté de la V9 qui était la carriole qui tue, qui coûte 220 points. Pour le coup, là, on est sur un véhicule qui est Psyker, qui va avoir comme aptitude l'esprit de Gork, qui fait qu'on va pouvoir choisir à la phase de combat une unité orc à 12 pouces ou moins de lui et jeter un D6. Sur un 1, elle prendra des 3 blessures mortelles, c'est ballot. De 2 à 5, elle va avoir plus en force, et sur un 6, elle va avoir plus en force et touche fatale. En plus de ça, elle peut transporter 11 figurines, et au tir, elle va quand même avoir un canon qui pique, un labeur lourd, et un Zamat, qui va quand même faire des 3 tirs de force 12, PA-3, dégâts D6. J'aime bien. Alors elle est assez chère, hein, 220 points, mais pour le coup t'as un truc qui close bien, qui booste ses copains à côté, hein, puisque redonner force 5 à des orques Orwag, c'est très intéressant. Lâcher son 6 et leur donner Lethal Hit, c'est sans doute la meilleure interaction qu'on peut donner à des orques, hein, et surtout là son tir de force 12 qui se balade avec elle, qui te gère un des problèmes anti-char de l'orque. Comparativement justement à la carriole qui elle chasse, c'est à 180 points, donc t'es quand même beaucoup moins cher. Tu vas pouvoir transporter 21 figurines et surtout en fait c'est un des transports les plus fiables parce que tu vas pouvoir relancer les jets de dés pour savoir si suite au débarquement il y a des blessures mortelles. Ensuite c'est un véhicule endurance 10 avec 16 PEV. Alors t'as oublié le pont de tir de 21 places. Mais bon c'est des alpagers donc c'est pas non plus gigantesque. Ni démentiel. Je trouve qu'elle souffre trop celle-ci de la comparaison avec le chariot de guerre qui est seulement 5 points plus cher, mais qui du coup a endurance 12, moins 1 en PA. Customisable dans tous les sens. Customisable, donc en fait il a des meilleurs tirs, et paradoxalement, quand tu charges des bisnagas, donc des alpagers, dans un véhicule, et qu'il pète, tu as peut-être envie d'en perdre un, parce que si tu les mets avec un médecin, au début de ton tour suivant, tu en fais revivre un, et donc tu gagnes 2 pas et demi, 3 pas de charge. Donc là, il relance, souvent ils évitent de mourir. Donc, je suis d'accord avec toi, surtout pour le trick en fait de redéploiement. Voilà, c'est le petit trick. Rip-up, c'est carrément bien.
peut-être 10 ou 15 points de moins, tu l'envisages sérieusement. On va faire un chapitre très rapide sur les volants. On va commencer par le Blitzabumba qui vaut 115 points. On va avoir le Dakajet qui en vaut 135. On va avoir le Kramabumba qui vaut 125. Et on va avoir le dernier qui a justement son fameux Champ de Force Custom qui se balade avec lui. Globalement, on est parmi les volants les moins chers du jeu. D'un autre côté, c'est parce qu'ils n'ont pas la règle stationnaire. Donc on rappelle que malheureusement, ils ont l'obligation d'être déployés en dehors de la table de jeu. Ouais. Qu'ils arriveront à partir du T2 à 6 pouces d'un bord de table. Et qui seront donc maîtres de leur mouvement, comme avec toutes les restrictions qu'on connaît de la V10, au tour 3. C'est pour ça qu'ils sont pas chers. Est-ce que ça en fait des figurines qui, à ton avis, sont jouables? Non. Bah, c'est compliqué, hein, c'est Oui, dommage, hein. c'est Il y a un vrai compliqué. il y a un problème de positionnement avec les volants. Ouais, voilà, c'est compliqué. Et puis en plus, en orc, bah, tu touches quand même pas très bien. Le Daka, ça tue beaucoup Le parce Daka qu'il est rigolo touche, parce auto sur les que quatre. voilà, il touche auto sur du 5. Enfin, Parce toutes qu'il- les touches de 5 sont sont des touches critiques qui rajoutent un tir. Mais bon, voilà, ça va pas chercher très très loin. C'est vraiment dommage, je trouve, là, ce qu'ils ont fait. Surtout chez Ouais. les orques, t'aimais bien mettre un petit Dakajet. À l'époque, tu pouvais utiliser le stratagème où tu le kamikazais. Enfin, tu sais ce que je veux dire, il pouvait Oui. se suicider. Et ainsi de suite. Ça, c'était drôle. Et là, malheureusement, ils ont un petit peu stérilisé, je trouve, ces unités-là. Voilà. Donc bon, on peut passer, je pense, Ouais, malheureusement. sur les volants. Hein. On va terminer cet index review par une des pépites. On va passer aux frimeurs. Ils sont jouables à 5, à 10 figurines, à 95 points par tranche de 5, soit 190 points les 10, soit 19 points le bonhomme, qui a une sauvegarde à 4 parce que c'est les plus riches. Ils ont 2 PV, ils sont OC1, ils sont nativement équipés de flingue de luxe qui va être lourd. Donc ils ont plus 1 pour toucher s'ils se déplacent pas. Touche soutenue 1, ils touchent de base à 5. Ils vont faire 3 tirs de force 6, PA-1, dégâts 2. Ils vont avoir comme aptitude débauche de Daka, qui fait que s'ils tirent sur la figurine la plus proche, alors ils vont passer de 3 à 4 tirs. Ils vont aussi avoir un croc de bastos qui fait qu'une fois par bataille, ils vont quand même débloquer touche fatale. Au corps à corps, ça reste des orques avec un qui coupe, ça veut dire qu'ils vont quand même balancer 4 patates de force 5, PA-1, dégâts 1, qui vont toucher à 3. Et ils peuvent être rejoints par le capitaine Badruk qui lui vaut 95 points, qui va donner à son unité la relance des touches, ainsi qu'une aura qui va soustraire 1 à la caractéristique d'endurance des figurines infanterie ennemies à 6 pouces ou moins de lui. Bon, bah pour vous qui êtes restés jusqu'à la fin, voilà, c'est l'unité pépite. Alors on va expliquer un petit peu pourquoi. D'abord parce que comme tout les règles, quand elles commencent à se combiner, ça peut donner des choses de très fortes. Donc là, en l'occurrence ici, on a 2 règles potentielles qui se combinent. Une perpétuelle, l'autre une fois par partie. La perpétuelle, c'est la touche soutenue. Hein, donc quand tu fais 6 pour toucher, tu rajoutes une touche. Et donc qui se combine très bien avec les rerolls. Hein, et donc bah là, ça tombe bien, il fait reroll toutes les touches. Donc bah chaque 6 va rajouter une touche. Là-dessus, une fois par partie, tu peux activer ton petit grotte qui te dit bah touche fatale. Donc chaque 6 que tu fais te rajoute une touche Et blesse auto. et blesse auto. D'accord. Donc avec la reroll, du coup, tu as un double bonus qui se déclenche. Et donc c'est une unité très autonome du coup en stratagème pour sa létalité, puisque si elle reste, admettons qu'elle reste immobile, ça veut dire que chaque tir statistiquement va toucher. D'accord. Quand tu combines tous les bonus, puisqu'ils touchent à 4, ils peuvent reroll, donc ils touchent à 75%, et avec l'ajout des touches soutenues qui vont se générer, ça fera 40 touches. Et donc 40 touches, ensuite force 6, PA-1, dommage 2, même un marine ça couvert, il est pas serein du tout. Voilà. Mais admettons que tu bouges, parce que c'est quand même souvent ce qui va arriver, ça reste une létalité qui est extrêmement puissante. Et là où c'est très rigolo, c'est que même en Overwatch, c'est une unité qui du coup te génère un Overwatch de malade, puisqu'en fait, en Overwatch, tu touches avec tes 40 tirs 22 fois. D'accord, 6 reroll et que le 6 reroll, touche, ouais. voilà, 6 reroll, donc en fait tu touches à 11 36e en statistique, donc tu as au moins 11 touches, un peu plus en fait en vrai, un peu plus, x2, donc 22, donc un peu plus que ça, tu as 22, puis tu rajoutes le personnage qui a 3 tirs lui-même, donc en fait tu vas faire 25 touches, et si tu actives ton grotte, puisque tu peux l'activer à chaque fois que tu tires, et pas seulement en phase de tir, si tu actives ton grotte, statistiquement, tu couches 10 Sternguard qui viennent de FP devant toi. Voilà. Ils sont pas couverts, donc C'est rigolo. donc un scan d'Obspex. Voilà, c'est un scan d'obsèques qui te déboîte le cul et tu l'as pas vu venir. Et pour finir, puisque ce n'est pas tout, Badruk a un autre objet magique sur lui qui dit qu'à 6 pas de lui, tout le monde a moins 1 d'endurance quand c'est de l'infanterie. Donc, tu peux te permettre de jouer tes frimeurs très agressivement, c'est-à-dire que tu avances avec tous les copains, tu débarques, tu asphaltes un truc loin, tu charges avec les copains, tu mets moins d'endurance à tout le monde. À ton tour de WAG, ça veut dire que tes frimeurs, mais tous tes Bisnaga, tes Alpagueurs, etc. ont force 6, souvent contre l'endurance 3, donc tu blesses à 2+. Et quand il accompagne ses copains frimeurs, ça fait quand même 40 attaques qui touchent à 3+, proc du 6, donc équivalent de plus. Donc globalement, le tu mec vas péter une grosse ressource au tir et voilà. une autre au corps à corps. Exactement. Ensuite, quand t'as tout nettoyé,
parce que à ce tour-là, bah, tu nettoies tout avec tes copains. Dès que le mec en face bouge une oreille, tire d'Overwatch. Ouais. Par contre, on est d'accord que tu ne joues quasiment qu'une unité parce qu'en fait, en gros, la synergie est basée sur la relance qui t'est offerte par Badruk. Voilà. Okay. Même si, bon, sur le papier, une deuxième unité, franchement, se défend assez bien. Parce que 190 points, t'es à peu près, en termes de létalité, encore une fois, c'est 40 attaques, force 5, PA-1 au corps à corps. Donc tu peux parfaitement te permettre d'avoir ça en soutien en plus. Et rajouter ces 40 tirs de force 6. En truck, par exemple, ça marche très très bien, puisque bah, ton truck, ça bouge avec beaucoup d'armes de tir. Et pour finir, un chariot de guerre farci de 20 mecs, alors c'est assez cher, mais franchement, c'est rigolo. Ouais. On a fait le tour, les amis, des stratagèmes, des règles, des optimisations et surtout du nombre incalculable de datasheets que propose cette armée d'orques. Clairement, c'est une armée qu'on conseille à tout le monde parce que déjà en termes de bodies, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'en termes de conversion, vous allez pouvoir vous éclater, vous allez pouvoir être l'orque que vous avez toujours voulu avoir. L'ingénieur qui a raté le tweak et qui a été disqualifié à cause de l'anglais quelque part. C'est ça. Tu vois. Et plus sérieusement, en fait, c'est une armée qui va te permettre de progresser énormément, d'avoir plein de gameplay. Qu'est-ce que t'en penses toi là? Bah moi j'aime beaucoup à la fois le fluff, la reconstitution du fluff par les règles. J'aime bien, il y a plein de possibilités. Voilà. Je me suis évidemment essayé à quelques rédactions de listes. Voilà, je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir, ça c'est une certitude. Il y a moyen de gagner aussi parce que c'est quand même quel que soit le contexte, c'est vrai. Voilà, un peu ça le but. Maintenant, si tu demandes aux joueurs très compétitifs que je suis, comment ce codex se situe dans l'univers des codex ou des index qu'on a à ce stade, je pense qu'il doit un peu se battre pour être dans un roster à 8 codex. Voilà. C'est une 8ème liste, peut-être 8-9. Voilà, ouais, un truc comme ça. Bon, après, c'est encore 9, hein, donc après, on cherche. C'est rigolo parce que, alors, on va pas forcément focaliser que le jeu en équipe, mais comme tu l'as dit, en fait, tu peux tellement polariser vers une alpha qui fait que tu es une des armées qui peut être la plus menaçante sur un tour 1. Et certains, en fait, vont vraiment pas aimer ça. Oui, puis c'est une létalité qui est au corps à corps, alors qu'un tour 1 au tir, aujourd'hui, tout le monde le gère, les décors, tu mets en réserve, etc. Là, vraiment, tu peux bloquer un jeu adverse. La difficulté, c'est que souvent, la contre-alpha que tu prends, si t'as pas le T1, te tue aussi, donc bon, c'est pas évident. Quelques archétypes de de liste que j'ai construites. Alors, une liste que j'appelle Groton. Donc tu mets des Grotons, donc tu mets Gascule, quelques gardes du corps, 3 je crois, un Squigosor, d'accord, un chariot de guerre, 20 Snaga avec un médecin, voilà, 10 grottes parce que bon, la backline, et les frimeurs avec Badruk dans un truck, voilà. C'est une armée costaud qui a peu d'unités, voire pas d'unités qui sont là pour faire des objectifs, hein, ça c'est pas intéressant, droit devant. Voilà. Et c'est une liste d'armées qui a des figurines qui résistent vraiment beaucoup. Et donc en fait quand elle est morte, elle a quand même en général scoré tout son primaire, emmerdé le mec en face pour le faire. Mais elle a plutôt tendance cette liste à jouer plutôt du fixe en face, de destruction. Et le tactical, elle sera moins bon. L'autre liste que j'ai construite un peu sur ce concept-là, mais en essayant de réduire les points que je donnais moi-même en personnage et en véhicule, c'est une poésie finalement assez plus simple. Voilà, c'est 3 boss Squigosor, les petits camarades sur Squig, donc 18 petits Squig, 30 commandos devant et 30 Shock Boys derrière, avec les petits grottes. On se souvient des petits grottes. Pourquoi voilà. les Shock Boys? Pour la 26 charges? Oui, pour avoir vraiment une liste qui va tout droit. Voilà, ça c'est la liste qui m'a fait marrer. Et puis une version qui a moins de commandos, mais tu rajoutes les frimeurs parce qu'ils sont quand même pétés. Et puis là récemment, quand ils ont sorti le Warboss sur moto, je me suis essayé un petit culte de la vitesse. Alors, et c'est là où tu vois toute la flexibilité de la V10 sur la construction de liste. C'est qu'en fait, avec les faibles restrictions qu'ils te mettent, tu fais vraiment ce que tu veux. Ouais. Et là, tu construis un culte de la vitesse sans avoir finalement à avoir des détachements spéciaux. J'ai mis un boss à moto, j'ai mis 6 escouades de boys en truck, 6 véhicules, donc des lance-roquettes, les dragsters, les lance-quig, et 18 motos. Voilà, et c'est fun, tu vois. Yes. Alors, faut savoir que quand tu fais des listes, elles sont toujours un minimum réfléchies, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, tu peux les polariser même pour du fun. Chaque unité doit avoir une optique. C'est ça qui est assez sympa. C'est pour ça qu'en fait, parler de jeu compétitif, ça veut tout et rien dire. C'est juste réfléchir un minimum à l'utilité d'une unité quand on l'intègre dans son budget. Ce qui est assez rigolo, c'est que ça montre la polyvalence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une liste qui fait rigoler. Dans le sens où ce que tu dis, c'est évident que mathématiquement, les top codex vont peut-être les sécher avant qu'ils fassent le moindre chose, mais c'est des listes qui vont jouer. Et c'est plutôt pas mal et ça montre la polyvalence de l'orc aujourd'hui. Bah les 2 premières listes que j'ai données sont des listes vraiment que j'ai conçues pour la compétition, donc des trucs très résistants, notamment à ce qui est très fort dans ce début de version, c'est-à-dire les blessures mortelles
Donc là, t'as beaucoup de Feel No Pain, hein. Mais même la liste culte de la vitesse, jouer dans une optique de scoring tactique, hein, quand t'as 6 trucks, 6 unités, des motos, plein de trucs qui bougent de 12, machin, dont tu sacrifies volontiers le tir pour faire une action, etc. Et puis à un moment donné, si ça converge pour te charger, t'es mal aussi. Enfin, tu vois. Donc, je pense que ça tient largement la route. Ouais, complètement. Ouais. On a fait le tour, les amis, de ce qui va faire le sel de l'orque. Un grand merci à toi d'être venu justement nous présenter cet index. C'est quoi tes autres armées de cœur? Alors moi, ça fait 25 ans que je joue, donc oui. Non, là en ce moment, je joue du Thousand Sons, je joue du démon aussi. Voilà, mais l'orque, c'est une de mes armées de cœur. Mon pseudo, hein, c'est le premier nom que j'avais donné à mon premier big boss. D'accord. Voilà, Mogor, flingue qui calme. Voilà, abrégé en Mogor, voilà pour les moi, c'était Pique que Cla. Bah voilà. Voilà, tu vois, tout dans la finesse. Enchanté. Enchanté. En tout cas, on espère clairement que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter French Game Show. Et les amis, on a besoin de vous pour qu'il nous qui coupe. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la plateforme Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus, les Wargamers. À bientôt.